Quand Antoine m'a tendu le collier, j'étais dans mon dressing, me préparant à l'accompagner au gala de charité de ce soir-là. La petite boîte en velours noir s'est ouverte, et à l'intérieur, sur un coussin de soie, reposait un collier de malachite d'un vert intense et profond. Les pierres étaient massives, parfaitement polies, et leur couleur si pure et vibrante qu'elle semblait sans défaut. Sous la lumière du lustre, le verre brillait comme les profondeurs d'une forêt tropicale. Antoine s'est placé derrière moi et a agrafé personnellement le collier à mon cou. Ses doigts ont frôlé ma nuque, froid comme la soie. Ce collier, je l'ai obtenu par des contacts à Grasse. C'est une pièce unique, de la plus haute pureté. Il s'accordera à la perfection avec ta robe de ce soir. Je me suis regardée dans le miroir. La femme dans le reflet était parée. Le bijou était certainement magnifique, mais mon attention n'était pas sur la pierre, mais sur l'expression d'Antoine. Il souriait, mais au fond de ses yeux, il n'y avait pas l'ombre d'une sincérité. Après 3 ans de mariage, je ne connaissais que trop bien cet homme. Chaque fois que cette expression apparaissait sur son visage, il manigançait quelque chose. Exactement comme il y a 3 mois, quand il m'a forcé à signer un avenant à notre contrat de mariage en séparation de biens pour y inclure une clause de participation aux acquêts qu'il arrangeait. Exactement comme il y a 1 mois, quand il m'a suggéré de démissionner de mon poste dans ce prestigieux cabinet d'avocats de la défense. Chaque fois qu'il me regardait avec cette tendresse, presque comme s'il était amoureux, je savais qu'un piège m'attendait. « Merci, mon amour. » Je me suis retournée et l'ai embrassé sur la joue, avec un sourire impeccable. Au gala, beaucoup ont complimenté mon collier. Les épouses de ses associés m'ont entouré, murmurant « Antoine gâte tellement sa femme, il n'hésite pas à lui offrir un bijou si précieux. » Une coupe de champagne à la main, je répondais aimablement aux compliments. Mais une inquiétude grandissante m'envahissait. L'une des dames, l'épouse d'un magnat de la joaillerie, Madame de la Tour, a observé mon collier un long moment avec une étrange expression. Elle n'a rien dit, mais son regard a fait sonner une alarme incessante dans mon âme. Après le dîner, je ne suis pas rentrée directement. Le lendemain matin, vêtue des vêtements les plus simples, j'ai glissé le collier dans mon sac et j'ai conduit jusqu'à la place Vendôme, dans un célèbre centre d'expertise en joaillerie. J'avais collaboré avec eux quand je travaillais encore au cabinet. L'expert, Monsieur Pierre, était le spécialiste le plus respecté de Paris. Aucune contrefaçon ne pouvait échapper à son œil expert. J'ai poussé la porte vitrée du centre. La jeune femme à la réception m'a reconnue et est restée figée un instant. « Madame Sophie, quelle surprise de vous voir ici. J'ai besoin d'une expertise confidentielle avec Monsieur Pierre. » J'ai posé la boîte en velours sur le comptoir, sans formalité. La jeune femme a tout compris immédiatement et m'a conduite au laboratoire intérieur. Monsieur Pierre examinait une bague en diamant avec une loupe spéciale. En me voyant, il a retiré ses lunettes. « Madame Sophie, quel plaisir. Qu'est-ce qui m'amène cette fois ?»« Un collier de malachite. S'il vous plaît, aidez-moi à déterminer sa qualité. » J'ai ouvert la boîte et lui ai tendu le bijou. Dès la première seconde où Monsieur Pierre l'a eu entre les mains, il a froncé les sourcils. Il n'a rien dit, a placé le collier sous le microscope, a ajusté la mise au point et a commencé à l'examiner attentivement. Puis il l'a repris, l'a regardé à contre-jour et a passé un doigt sur les courbes des pierres. Finalement, il a sorti une petite lampe torche et l'a pointée sur l'arrière de la malachite. Il l'a examinée pendant 10 minutes complètes. Pendant ce temps, le laboratoire était plongé dans un silence seulement interrompu par le bourdonnement de la climatisation. « Alors, Monsieur Pierre, quel est le verdict ?» Monsieur Pierre a posé le collier, a retiré ses lunettes et m'a regardé en choisissant ses mots. « Ma chère, cette malachite est une imitation. » Je suis restée glacée. Monsieur Pierre, pensant que j'étais sous le choc, s'est empressé d'expliquer « La base est bien sûr de la poudre de malachite, mais elle a été traitée à l'acide, remplie de polymères et teintes. Dans notre jargon, nous appelons cela un composite. Il est brillant et magnifique, mais en réalité, il ne vaut rien. Si votre mari l'a acheté au prix d'une pièce unique, je crains qu'il n'ait été escroqué. » Il a fait une pause et a ajouté. « Selon les estimations les plus conservatrices, cela vaut environ 200, être 300 €. 300 €. Antoine m'avait offert un collier à 300 €. Et, au gala, il avait dit à tout le monde que c'était une malachite unique de la plus haute pureté. Sans changer d'expression, j'ai pris le collier et l'ai regardé à contre-jour. La surface verte des pierres brillait d'un lustre anormalement uniforme. Cela ne ressemblait certainement pas au motif d'une pierre naturelle. Cela signifiait que mon mari me tendait des imitations avec la même confiance inébranlable.
Monsieur Pierre, s'il vous plaît, regardez encore une fois attentivement. N'y a-t-il rien d'autre? Quelque chose d'autre? Oui, s'il vous plaît, vérifiez-le de tous les côtés. Monsieur Pierre m'a regardé et a semblé lire quelque chose sur mon visage. Sans poser plus de questions, il a replacé le collier sur la table d'examen. Cette fois, il a utilisé des instruments plus précis. Des pierres à la chaîne, du fermoir à la monture. Il a examiné chaque millimètre. Soudain, sa main s'est arrêtée. Il a dirigé la loupe vers la base de l'une des pierres de malachite et l'a observée longuement, son visage devenant de plus en plus sérieux. Madame Sophie, s'il vous plaît, approchez. Je me suis penchée et, à travers la loupe, j'ai vu une minuscule fente entre la pierre et la monture en métal. Dans cette fente, quelque chose brillait de manière à peine perceptible. Le détail était si petit qu'il serait impossible de le remarquer à l'œil nu. Il se cachait dans l'ombre de la monture. « Qu'est-ce que c'est » Monsieur Pierre a posé la loupe, son visage s'est assombri. « À l'intérieur, il y a un localisateur. » En disant cela, il a baissé la voix comme s'il révélait un terrible secret. La climatisation du laboratoire continuait de bourdonner, mais un frisson a parcouru mon dos. Une micropuce. Un localisateur GPS intégré dans la monture avec la pierre. De l'extérieur, c'était complètement invisible. Le travail était extrêmement précis. Un tel dispositif ne s'achète pas dans n'importe quel magasin. Monsieur Pierre m'a regardé et après un moment a dit « Madame Sophie, ce n'est plus une question de contrefaçon de bijoux. Ce genre de chose est généralement utilisé pour… » Je sais. Je l'ai interrompu. Je ne l'ai pas laissé finir parce que j'avais déjà tout compris. Ce collier était un piège depuis le début. Antoine ne m'avait pas offert un bijou, mais des chaînes. Avec ce localisateur, il comptait suivre chacun de mes mouvements à la seconde près. Où j'étais, qui je rencontrais, où j'allais. Il voulait tout savoir. Il n'était pas surprenant qu'il soit devenu si attentif ces derniers temps. La semaine dernière, j'étais passée à mon ancien cabinet pour prendre un café avec mes ex-collègues. Le soir même, Antoine m'avait demandé où j'avais été. Je lui avais répondu que j'avais fait du shopping. Il avait souri et n'avait pas posé plus de questions. Maintenant, ce sourire me semblait être le fil d'un couteau. Il me testait, vérifiant si je lui disais la vérité. Et moi, je lui mentais depuis 3 mois complets. Madame Sophie peut être devriez-vous. Monsieur Pierre. J'ai rangé le collier. Ma voix sonnait plus calme que je ne l'espérais. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Pas de rapport, pas de registre, mais ce localisateur. Je sais quoi en faire. J'ai replacé le collier dans la boîte en velours et j'ai refermé le couvercle. Mes mouvements étaient mesurés et sereins. Quand je suis sortie du centre, le soleil brillait intensément, inondant l'asphalte d'une lumière blanche et aveuglante. Je me suis arrêtée à l'entrée, j'ai baissé les yeux vers la boîte dans mes mains et j'ai soudain eu envie de rire. Antoine, tu t'es vraiment donné du mal. Une imitation et un localisateur. Double garantie. Tu crois que tu vas m'enfermer ainsi dans le cercle que tu as dessiné? Que tu feras de moi un canari domestiqué? Cela signifie que tu ne me connais pas du tout. J'ai sorti mon téléphone, ouvert WhatsApp et trouvé un contact nommé Valentine. Je l'avais découverte le mois dernier en jetant un coup d'œil au téléphone d'Antoine. Il disait que c'était son assistante personnelle, mais le contenu de la correspondance ne ressemblait en rien à la relation entre un patron et une subordonnée. Mon amour, ce soir à notre endroit habituel. Antoine, je désire tellement ce sac Hermès en édition limitée, je te l'achèterai. J'avais parcouru la correspondance, fait des captures d'écran et les avais sauvegardées dans le cloud. Le mois dernier, je n'avais pas fait de scandale. Ce n'était pas encore le moment. J'attendais l'occasion parfaite, le moment qui lui permettrait de trébucher de telle manière qu'il ne pourrait plus se relever. Et maintenant, ce moment était arrivé. J'ai ouvert la fenêtre de discussion avec Valentine et j'ai fait défiler vers le haut. La fille était maligne. Aucun message compromettant dans la messagerie du travail, seulement des instructions, propres comme une feuille blanche. Mais plus c'était impeccable. Plus il était évident qu'Antoine la protégeait. Et s'il la protégeait avec tant de soin, cela signifiait qu'elle était très importante. J'ai souri intérieurement et j'ai rangé mon téléphone. « Antoine, tu voulais me suivre. » « Eh bien, je vais te donner l'occasion de voir en détail comment la corde que tu m'as mise au cou finira par se resserrer autour du tien. » La porte vitrée du centre s'est refermée derrière moi. Le soleil allongeait mon ombre. J'ai marché vers le parking avec mes talons hauts, et chacun de mes pas était ferme et assuré. En rentrant à la maison, j'ai rangé le collier dans le coffre-fort, à sa place habituelle. La femme de ménage cuisinait dans la cuisine d'où provenaient des arômes agréables. Je me suis changée,
me suis servi un verre de vin rouge. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler toutes les informations sur Valentine. Nom de famille, âge, adresse, lieu de travail, restaurant et salle de sport préférée, compte sur les réseaux sociaux. Après 2 heures, je savais tout sur cette femme. Valentine, 26 ans, assistante de direction au secrétariat du président du groupe Phoenix, embauchée il y a 1 an et demi, c'est-à-dire 1 an et demi après mon mariage avec Antoine. Son Instagram était rempli de photos de voyages et de restaurants. Les géolocalisations étaient toujours des endroits les plus chers de Paris. Le salaire d'une simple assistante ne pouvait en aucun cas couvrir de telles dépenses. Même un idiot se rendrait compte que quelqu'un l'entretenait. La dernière publication datait d'hier. Sur la photo, une main avec un sac Hermès orange. La légende. Merci au patron de prendre soin de moi. Dans les commentaires, plusieurs collègues lui demandaient si elle était tombée amoureuse. Elle ne répondait pas. J'ai agité mon verre, fait des captures d'écran de toutes ces publications. Puis j'ai ouvert une boutique en ligne et j'ai commandé une boîte en velours noir, une carte avec un relief doré et un rouleau de ruban doré. Dans 3 jours, la douce vie de cette femme prendrait fin. Et Antoine, il détruirait de ses propres mains ce qui lui importait le plus. J'ai levé mon verre comme pour trinquer, regardant la nuit parisienne à travers la baie vitrée panoramique. Antoine, le jeu a commencé. Chapitre 2. Tisser la toile. 3 jours plus tard, tout était prêt. La boîte en velours noir et la carte avec le relief doré que j'avais commandé sont arrivés. Sur la carte, j'avais demandé à un calligraphe d'écrire une phrase avec une élégante cursive. Pour ma princesse, que ce collier soit digne de ta beauté. Antoine. En bas, à l'endroit de la signature, j'ai apposé le sceau personnel d'Antoine. J'avais pris ce sceau dans son bureau. Après 3 ans de mariage, je savais où se trouvait chaque chose dans son bureau mieux que lui-même. Il avait un coffret en bois de santal avec 3 sceaux. Un pour les documents officiels de l'entreprise, un fac-similé, et un 3e, son sceau personnel, fait de la plus belle agate, avec son nom et ses initiales gravées. Il ne l'utilisait que pour signer des documents strictement privés. Quand j'ai apposé le sceau sur la carte, ma main n'a pas tremblé. Il ne restait plus qu'à décider comment le livrer à notre Valentine. Ni par la poste, ni personnellement. Personne ne devait me lier à ce cadeau. Après réflexion, je me suis souvenu d'une personne. Le chauffeur d'Antoine, M. Simon. Simon travaillait pour Antoine depuis 6 ans et était son homme de confiance. Mais il avait une faiblesse. Son fils a problème. L'année dernière, son fils avait perdu une fortune au jeu et s'était endetté jusqu'au cou. C'est moi, en tant qu'épouse d'Antoine, qui était intervenue et l'avait aidé à payer les dettes. Antoine ne le savait pas. Monsieur Simon m'était infiniment reconnaissant. Je l'ai rencontré dans un café discret. Simon est arrivé ponctuel. En me voyant assise seule dans un box, il a été visiblement surpris. « Madame Sophie, vous vouliez me voir ? S'il vous plaît, asseyez-vous. » Je lui ai servi un thé et je suis allé droit au but. « Monsieur Simon, j'ai besoin de votre aide. » « Dites-moi, Madame Sophie. Monsieur Antoine a préparé un cadeau pour Mademoiselle Valentine du secrétariat, mais ces derniers temps, des rumeurs courent dans l'entreprise et il est mal à l'aise de le lui remettre personnellement. Cela ne me convient pas non plus. J'ai glissé la boîte en velours noir vers lui. « S'il vous plaît, allez remettre ceci à Mademoiselle Valentine de la part du président. Dites-lui que c'est un remerciement pour son travail acharné ces derniers temps. » Simon a regardé la boîte et quelque chose a brillé dans ses yeux. Je savais ce qu'il pensait. Après 6 ans à travailler pour Antoine, il ne pouvait ignorer sa liaison avec Valentine. « Madame Sophie, cela ne causera pas de problème ?» J'ai pris ma tasse et j'ai bu une gorgée lentement. « Monsieur Simon, comment va votre fils? Il a payé toutes ses dettes? Personne ne le dérange plus ?» Le visage de Simon a pâli. « Madame Sophie, j'ai toujours gardé en mémoire votre aide. J'en suis ravie. » J'ai posé la tasse et j'ai souri. « Faites ceci pour moi, et l'affaire de votre fils restera entre nous. Je n'en dirai pas un mot à Monsieur Antoine. » Simon est resté silencieux pendant 5 secondes, puis a tendu la main et a pris la boîte. « Ne vous inquiétez pas, Madame Sophie, je lui remettrai tout. Remettez-le lui personnellement en main propre à Mademoiselle Valentine, » et j'ajoutai en le regardant. « Et dites-lui que c'est une surprise que Monsieur Antoine a spécialement préparée pour elle. » Entendu. Quand Simon est parti, je suis restée un peu plus longtemps au café. Dehors, le flot de voitures était incessant. Le soleil se filtrait par la fenêtre, créant un reflet chaleureux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le panneau de gestion du localisateur. Oui, j'avais obtenu l'accès à son panneau d'administration. « Monsieur Pierre,
bien qu'il ait promis de ne laisser aucune trace dans les registres, m'avait secrètement donné l'adresse du site web et les identifiants de connexion. Il avait dit que la transmission de données de tels dispositifs passe toujours par le cloud, et qu'en connaissant l'identifiant de l'appareil, on peut se connecter au système et suivre la position en temps réel. Ces choses ne devraient pas être révélées, avait dit M. Pierre à ce moment-là. Madame Sophie, s'il vous plaît, soyez prudente. Je me suis connectée au système. Sur la carte à l'écran, un point rouge clignotant est apparu. Il était situé dans l'immeuble du groupe Phoenix, au siège principal de l'entreprise d'Antoine. Le collier, ou plutôt le localisateur dans la fausse pierre de malachite, était toujours dans le sac de Simon. Et maintenant ce collier, au nom d'Antoine, volait vers la femme dont son épouse ne devait rien savoir. Tout se déroulait selon le plan. Le même jour à 15h00, Simon m'a envoyé un message. « Madame Sophie, tout a été livré. Mademoiselle Valentine est très contente. » Juste après, le panneau de gestion du localisateur sur mon téléphone s'est mis à jour. Le point rouge a commencé à bouger. Il a quitté l'immeuble du groupe Phoenix, s'est dirigé vers le nord sur les champs, Élysée, a passé 3 carrefours et s'est arrêté à l'entrée de l'hôtel Le Bristol, un palace 5 étoiles. J'ai noté le nom de l'hôtel, et les coins de mes lèvres se sont lentement incurvés vers le haut. Le Bristol est l'un des hôtels les plus chers de Paris. La suite présidentielle coûte une somme à 5 chiffres par nuit. Curieusement, le propriétaire de cet hôtel était un partenaire d'affaires d'Antoine. Leur relation était si proche qu'ils pouvaient utiliser les services de l'hôtel à crédit en signant simplement. Cela signifiait qu'Antoine était un client fréquent. Et le premier arrêt de Valentine après avoir reçu le collier était précisément le Bristol. Je pouvais presque voir la scène. Valentine déballe la boîte, voit le collier de malachite d'un vert intense et la carte avec le sceau personnel d'Antoine et saute presque de joie. Elle le mettra immédiatement, prendra d'innombrables selfies et attendra le soir pour le montrer à Antoine. Après tout, à ses yeux, ce collier est une preuve de son amour, un signe que sa longue attente est sur le point d'être couronnée de succès et qu'elle obtiendra un statut officiel. Mais Valentine ne savait pas que le localisateur dans le collier transmettait chacun de ses mouvements en temps réel, et encore moins que cette carte et ce sceau deviendraient la lame la plus acérée pointée sur Antoine. Ce soir-là, Antoine est rentré à la maison plus tard que d'habitude. J'étais assise sur le canapé du salon. À la télévision, une émission ennuyeuse. Sur la table basse, un verre de vin rouge à moitié bu. Quand Antoine est entré, il sentait le gel douche, pas celui que nous utilisions à la maison. Il s'était changé et douché quelque part en ville. « Chérie, tu ne dors pas encore ?» Il a enlevé ses chaussures, s'est approché et s'est assis sur le dossier du canapé, en me caressant les cheveux. « Je t'attendais. » J'ai bâillé en essayant de paraître nonchalante. « Beaucoup de travail aujourd'hui ?» « Oui, des réunions tardives. » Il a déboutonné le bouton supérieur de sa chemise. Son expression n'était pas différente de d'habitude. « Je suis fatiguée. Je vais prendre une douche. » Quand il s'est dirigé vers la chambre, je l'ai soudainement appelé. « Antoine. »« Ce collier de malachite que je portais hier. Il me semble que le fermoir s'est un peu desserré. Pourrais-tu y jeter un œil ?» Les pas d'Antoine se sont arrêtés une fraction de seconde très courte. Si je ne l'avais pas observé si attentivement, je ne m'en serais pas rendu compte. « Vraiment ? Il faudra le porter à réparer, » a-t-il dit, et, sans se retourner, il est entré dans la chambre. Je me suis adossée de nouveau au canapé. Dans la pénombre, les coins de mes lèvres se sont incurvés en un sourire silencieux. « Antoine, tu as hésité. Parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de ce collier. Et quand j'ai dit que le fermoir s'était desserré, tu as eu peur. Ne te presse pas. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. » Le lendemain, j'ai ouvert le panneau du localisateur. L'emplacement du point rouge m'a fait éclater de rire. Valentine, avec le collier au cou, se promenait dans la boutique Hermès de l'avenue Montaigne. On voyait qu'elle était si fière de la prétendue déclaration d'amour de son patron qu'elle ne pouvait s'empêcher de le montrer partout. Après être sortie d'Hermès, elle est entrée dans la boutique voisine de quartier, puis est descendue au café du rez-de-chaussée. Le point rouge volait sur la carte comme un papillon brillant. J'ai fait une capture d'écran et l'ai sauvegardée. Puis j'ai créé une nouvelle adresse e-mail et j'ai écrit un courriel anonyme. Destinataire. L'adresse personnelle d'Antoine. Il ne m'avait jamais montré cette adresse, mais une fois, alors qu'il se douchait, j'avais vu une notification sur son téléphone et l'avais mémorisée. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à l'objet du message. J'ai écrit « Ta femme a un autre homme ». Dans le corps du message, il n'y avait qu'une seule ligne. Ce soir à 20.
Hôtel Le Bristol, chambre 1806. Tu ferais mieux de le voir de tes propres yeux. J'ai joint la capture d'écran de la carte avec l'itinéraire de ses mouvements. En cliquant sur « Envoyer », j'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis approché de la baie vitrée panoramique. Devant moi s'étendait tout Paris. Les gratte-ciel, les files de voitures. L'empire commercial d'Antoine s'élevait au milieu de ce béton armé. Il se considérait comme le maître de cet empire. Il pensait avoir tout et tout le monde sous contrôle. Cependant, il ne savait pas que son outil de surveillance le plus fiable était déjà devenu un poignard pointé directement sur son cœur. Dans 3 jours, tout serait décidé. Et à ce moment-là, j'observerais de mes propres yeux comment son monde s'effondrerait pas à pas. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Valentine par WhatsApp. Le compte depuis lequel j'écrivais était nouveau, enregistré 3 jours plus tôt. L'avatar, la photo d'une jolie fille téléchargée sur Internet. Je me suis présentée comme la nouvelle assistante du secrétariat et en 3 jours, j'avais réussi à devenir son amie. Mon message disait « Val, je te le dis en secret. Le président Vargas te prépare une grosse surprise ce soir au Bristol. Chambre 1806. N'oublie pas de t'habiller élégamment. » La réponse est arrivée presque immédiatement. « Vraiment ? » Bien sûr, j'ai moi-même réservé la chambre pour lui. Oh mon Dieu, merci de me le dire. Je vais commencer à me préparer. J'ai posé le téléphone. Mon sourire se reflétait clairement dans la vitre. Va, Valentine, va à ta dernière fête. Et dans la chambre 1806, ce n'est pas une surprise qui t'attend, mais le cauchemar le plus inattendu. Chapitre 3. Dans le piège, ce soir-là, à 19h30, j'ai envoyé à Antoine un 2e courriel anonyme. Cette fois, le ton était encore plus direct. Monsieur Vargas, votre femme est déjà dans la chambre 1806. Mais ce n'est pas vous qu'elle attend. Vous le découvrirez en arrivant. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint mon téléphone, je me suis habillée tout en noir, j'ai mis un masque et une casquette de baseball et je me suis dirigée vers le Bristol. Je suis arrivée à 19h50. Le lobby resplendissait de lumière. L'éclat des lustres en cristal inondait le sol en marbre. Tout était d'un luxe obscène. La tête baissée, j'ai traversé le hall et je me suis assise à une table dans un coin. J'ai commandé un café. De cet endroit, j'avais une vue parfaite sur les ascenseurs et l'entrée principale. Personne ne pouvait entrer ou sortir sans être vu. 19h55. Valentine est apparue. Elle est sortie de l'ascenseur dans une robe rouge vif et moulante à fines bretelles. Elle portait des talons de 10 centimètres. Le collier de malachite à son cou brillait sous les lumières des lustres. Il était évident qu'elle s'était préparée méticuleusement. Son maquillage était plus intense que d'habitude, ses lèvres d'un carmin profond. Elle a traversé le lobby et a commencé à regarder fixement les voitures qui arrivaient. Elle attendait clairement Antoine. Je l'ai observé depuis mon coin et j'ai soupiré involontairement. Quelle idiote elle était. Si idiote qu'elle ne comprenait pas comment on l'utilisait. Elle pensait probablement qu'aujourd'hui serait son grand jour, qu'Antoine allait lui donner une sorte de statut officiel. Quel dommage, elle ne comprenait pas que les hommes comme Antoine ne donnent jamais de statut à leur maîtresse. Il m'avait épousée parce que mon père est associé d'un important cabinet d'avocats à Paris et pouvait fournir un soutien juridique à son entreprise. Et maintenant, il voulait que je parte parce qu'il n'avait plus besoin de mon père. Quant à Valentine, elle n'avait toujours été qu'un divertissement pour lui. 20. Antoine est arrivé. Sa Maybach noire s'est arrêtée à l'entrée. Le voiturier lui a ouvert la porte servilement. Antoine, vêtu d'un manteau gris foncé et le visage sombre comme un nuage d'orage, est entré dans le hall à grandes enjambées. Il a immédiatement vu Valentine qui se tenait là. Au moment où Valentine l'a vue, son visage s'est illuminé comme si elle avait gagné à la loterie. « Antoine, mon amour, pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Elle a couru vers lui en essayant de le prendre par le bras. Antoine ne l'a pas laissé faire. Il est resté au milieu du hall et son regard, acéré comme un couteau, a glissé sur le collier de malachite au cou de Valentine, puis s'est arrêté sur son visage. « D'où sors-tu ce collier ?» Sa voix était basse, mais froide, comme si elle sortait d'un congélateur. Valentine a été confuse un instant, mais a rapidement retrouvé son sourire en touchant le bijou. « Tu parles de ça ? Mais c'est toi qui me l'as envoyé avec Simon. Antoine, tu es si attentionné. Et la carte était si joliment écrite, même avec ton sceau. » Le coin de l'œil d'Antoine a tressailli. Depuis mon coin, j'ai clairement vu comment la main qu'il avait dans la poche de son manteau se fermait en un point. La carte ? Oui. Il y avait écrit pour ma princesse ou quelque chose comme ça. Valentine souriait de plus en plus doucement. Antoine, depuis quand es-tu devenu si romantique ? Le visage d'Antoine s'est assombri à l'extrême.
Il est resté silencieux, mais a sorti son téléphone, a ouvert les 2 courriels anonymes et les lui a montrés. Alors, explique-moi ce que cela signifie. Valentine a pris le téléphone, a regardé et son sourire s'est figé. Un autre homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ça. Antoine ne la quittait pas des yeux. Avec qui devais-tu te rencontrer ici aujourd'hui? Avec toi? Valentine était au bord de la panique. Ton assistante m'a dit que tu m'avais préparé une surprise ici, alors je suis venue. Quelle assistante? La nouvelle fille du secrétariat. Valentine a sorti son téléphone et a trouvé le même compte depuis lequel je lui avais écrit. Regarde ce qu'elle m'a écrit. Antoine a jeté un coup d'œil à l'avatar et ses sourcils se sont froncés en une seule ligne. Moi, dans mon coin, j'ai levé ma tasse de café et les coins de mes lèvres sous le masque se sont incurvés en un sourire. Antoine, l'avatar te plaît? C'est une photo du paysage de cet hôtel où tu as séjourné le mois dernier lors d'un voyage d'affaires. Tu ne t'en souviens probablement pas, mais moi, je connais tous tes voyages d'affaires et les hôtels où tu as séjourné. Assez. Antoine a rendu le téléphone à Valentine. Sa voix est devenue encore plus froide. Mon ton. Antoine, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mon ton. Valentine, terrifiée par son ton, n'a pas osé répliquer davantage et l'a suivi docilement vers l'ascenseur. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, à travers la fente qui se rétrécissait, j'ai réussi à voir son visage offensé et le profil d'Antoine, obscurci par la fureur. Quand les portes se sont fermées, j'ai fini mon café. Je me suis levée sans hâte et je me suis dirigée vers l'escalier de service. Chambre 1806. Il fallait que je jette de l'huile sur le feu. Et cette fois, en entrant dans cette chambre, Valentine n'en sortirait pas indemne, car je savais qu'Antoine détestait la trahison par-dessus tout au monde. Chapitre 4. Jugement à huis clos. J'ai monté les escaliers de service jusqu'au 18e étage. L'escalier était silencieux. On n'entendait que mes pas et les clics des détecteurs de lumière au-dessus de ma tête. En montant étage après étage, j'analysais mentalement chaque étape suivante. La chambre 1806 était l'une des meilleures suites présidentielles du Bristol. Une nuit, une somme à 5 chiffres. Cette suite avait une particularité. Le salon et la chambre n'étaient pas séparés par un mur, mais par une immense paroi de verre. Si les rideaux étaient tirés, c'était un espace intime. Mais sinon, depuis le salon, on voyait parfaitement tout ce qui se passait dans la chambre. J'avais trouvé cette information au préalable. Quand je suis arrivée au 18e étage, il n'y avait personne dans le couloir. La moquette épaisse amortissait le son de mes pas. La porte de la chambre 1806 était bien fermée, mais de la lumière filtrait par en dessous. Je me suis collée au mur et, peu après, j'ai entendu des voix étouffées. C'était la voix d'Antoine. « Valentine, je te le demande une dernière fois. Qui est-il? Antoine, je te jure que je n'ai personne d'autre. Je suis avec toi depuis si longtemps. Tu me connais. Alors explique-moi ça. » La voix d'Antoine était glaciale. Je supposais qu'il montrait à Valentine les captures d'écran des courriels et la carte avec l'itinéraire. Il y eut un silence d'environ 10 secondes. Puis, la voix de Valentine monta soudain d'une octave, avec une nuance de pleurs. « Qu'est-ce que c'est? Qui a enregistré ça? Antoine, tu m'espionnais? Moi t'espionner? » Dans la voix d'Antoine, il y avait un rire moqueur. « Pourquoi est-ce que je t'espionnerais? Regarde toi-même ces enregistrements. Du bureau à Hermès, puis à Cartier, puis au café. Tout ton parcours d'hier comme dans la paume de la main. Et alors? J'ai fait du shopping. Qu'y a-t-il de mal à ça? Il n'y a rien de mal à faire du shopping. » La voix d'Antoine devenait de plus en plus froide. « Le problème, c'est qu'aujourd'hui tu te trouves dans cette chambre. Qui t'a invité ici? Qui attends-tu? Je t'attends, toi. Moi? Et qu'en est-il de ces courriels? » Antoine a dû jeter le téléphone sur la table car on entendit un bruit sourd. « Quelqu'un m'a informé anonymement que tu devais rencontrer un amant ici aujourd'hui. Valentine. Je te donne une dernière chance de dire la vérité. Qui est-il? » L'air dans la chambre sembla se figer. J'écoutais dans le couloir, mon cœur battant régulièrement, comme si j'étais à une réunion qui n'avait rien à voir avec moi. « Valentine, tu as 5 minutes pour t'expliquer, mais je sais que tu ne pourras rien expliquer, parce que j'ai préparé cette partie depuis 3 jours et chaque étape a été calculée. » Antoine est méfiant, un maniaque du contrôle. Par-dessus tout, il ne supporte pas que quelqu'un touche à ce qu'il considère comme sien. Le collier à ton cou est la meilleure preuve, et le sceau personnel est la mine la plus profonde que j'ai posée. Et en effet, lorsque la voix d'Antoine retentit à nouveau, il n'y avait plus aucun sentiment en elle.
Enlève ce collier, Antoine. J'ai dit enlève ce collier. De derrière la porte, on entendit un murmure, puis le son du collier jeté sur une table. Antoine a dû le ramasser, l'examiner, et à ce moment précis, sa voix a pris des tons dangereux que je n'avais jamais entendus auparavant. Où est la carte? Quoi? Dans mon sac. De nouveau un murmure. Et puis le rire froid d'Antoine. Pour ma princesse. Antoine lisait les mots de la carte, et chaque mot semblait être mâché entre ses dents. Valentine, tu me prends pour un idiot? Non, Antoine, c'est vrai. C'est toi qui me l'as offert. Monsieur Simon me l'a remis personnellement. Il a dit que c'était une surprise de ta part. Comment peux-tu le nier? Je n'ai jamais demandé à Simon de te livrer quoi que ce soit. La voix d'Antoine s'éleva brusquement. Et je n'ai pas écrit cette carte. Quant à ce sceau, sais-tu que falsifier ou utiliser le sceau d'autrui peut te conduire en prison? Mais, de quoi s'agit-il? Et Simon? Avec Simon, je m'en occuperai plus tard. Maintenant, la question est, avec qui es-tu venu te rencontrer ici aujourd'hui? Avec toi? Mais je n'avais pas rendez-vous avec toi, siffla Antoine en accentuant chaque mot. Je ne t'ai pas invité aujourd'hui au Bristol. Je n'ai pas réservé la chambre 1806 et encore moins demandé à quiconque de te préparer des surprises. Dis-moi, qui vas-tu rencontrer aujourd'hui? Ou est-ce qu'un autre homme t'a invité et s'est enfui au dernier moment? Les pleurs de Valentine devinrent plus forts. Antoine, tu me calomnies. Je suis avec toi depuis si longtemps, et tu me traites comme ça. J'écoutais dans le couloir et j'expirais en silence. C'était l'heure. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai composé le numéro de la réception de l'hôtel. J'ai utilisé un deuxième numéro temporaire et j'ai parlé délibérément à voix basse. Bonsoir. Je suis un client de la chambre voisine de la 1806. Il me semble qu'il y a une discussion très vive dans cette chambre. Pourriez-vous envoyer la sécurité pour vérifier que rien de grave ne s'est passé? Après avoir raccroché, je ne suis pas parti. J'ai reculé de quelques pas et je me suis caché derrière la porte de l'escalier au bout du couloir, laissant une petite fente à travers laquelle je pouvais voir la porte de la 1806. Il ne se passa pas 5 minutes avant que 2 agents de sécurité en uniforme de l'hôtel ne sortent de l'ascenseur. Ils se sont approchés de la porte et ont frappé. À l'intérieur, il y eut un silence de quelques secondes, puis la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait Antoine. Les agents, en le voyant, furent visiblement confus. Antoine était un client de marque au Bristol. Tout le monde le connaissait, de la direction aux employés de base. « Monsieur Vargas, excusez-nous. Nous avons reçu une plainte d'un client. Tout est en ordre. » La voix d'Antoine avait retrouvé son calme habituel, mais je pouvais entendre qu'il réprimait sa colère. « Nous réglons des affaires privées. S'il vous plaît, ne prêtez pas attention. »« Mais, monsieur Vargas, j'ai dit, ne prêtez pas attention. » La porte se referma violemment. Les agents se regardèrent, restèrent là, mal à l'aise, pendant quelques secondes, et finalement partirent. Le silence revint dans le couloir. J'ai attendu encore 10 minutes. Cette fois, la porte de la 1806 s'ouvrit à nouveau. La première à sortir fut Valentine. Son maquillage était complètement ruiné. Elle avait les yeux gonflés et rougis. Elle clopinait avec ses talons hauts, manquant de tomber plusieurs fois. Sans attendre l'ascenseur, elle se jeta dans l'escalier et descendit en courant. Elle passa devant l'étage où je me cachais. Juste derrière elle sortit Antoine. Il resta dans le couloir, tenant dans ses mains le collier de malachite et cette malheureuse carte. Son visage était sombre comme le ciel avant un orage. Il baissa les yeux sur les objets dans sa main, puis sortit son téléphone et composa un numéro. Dans le silence du couloir, j'entendis vaguement ces paroles. « Simon? Où es-tu maintenant? Ne t'excuse pas. Demain, je te veux au bureau. Nous devons parler. Et une autre chose. Qui t'a demandé de livrer ce collier à Valentine? » Je ne distinguais pas la voix de Simon de l'autre côté, mais la phrase suivante d'Antoine me fit rire intérieurement. « Tu dis que c'est ma femme qui te l'a demandé? » Il fit une pause de quelques secondes. « D'accord. Je comprends. » Il raccrocha, rangea le collier et la carte dans la poche de son manteau et se dirigea à grandes enjambées vers l'ascenseur. Les portes se fermèrent et le couloir redevint complètement silencieux. Je suis sorti de ma cachette, me suis approché de la porte de la 1806 et j'ai regardé la porte fermée de l'ascenseur au bout du couloir. Les coins de mes lèvres se sont lentement incurvés vers le haut. « Antoine, tu as enfin appris que c'est ta femme qui l'a envoyé. Mais tu ne peux même pas imaginer pourquoi je l'ai fait. Tu crois que j'ai peur que tu le découvres? Tu te trompes.
J'avais peur que tu ne le découvres pas, parce que le deuxième acte de cette pièce, c'est mon solo. Chapitre 5. Conversation nocturne. Ce soir-là, à 23 heures, il est rentré. Quand il est entré, j'étais allongée sur le canapé du salon avec un masque facial. À la télévision, les informations financières du soir. Le masque blanc cachait mon visage. Seuls mes yeux étaient visibles. Tu es déjà rentré. Mon ton était normal, même un peu paresseux. Je suis restée travailler. Antoine s'est arrêté à l'entrée, a enlevé son manteau, l'a suspendu, a changé de chaussures 2 fois plus lentement que d'habitude. Quand il a terminé, il s'est approché du salon et s'est arrêté devant la table basse, me regardant de haut. La carte et le collier de malachite ont été jetés par lui sur la table. La boîte en velours a heurté le verre avec un bruit sourd. Sophie. Il m'appelait rarement par mon prénom, et certainement pas avec ce ton. Pendant 3 ans de mariage, il disait « mon amour » ou allait simplement droit au but. C'est seulement dans des moments de vraie colère qu'il utilisait mon prénom. Explique-moi ce que c'est. Lentement, j'ai retiré le masque de mon visage, sous lequel pas un seul muscle n'a bougé. Puis j'ai pris la carte, l'ai retournée dans mes mains, puis j'ai pris le collier. Pendant quelques secondes, je l'ai observé à contre-jour. Finalement, j'ai levé les yeux vers Antoine et dans mes yeux, il n'y avait que de la surprise. Mais c'est mon collier. Que s'est-il passé? Pourquoi l'as-tu? Antoine est resté muet un instant. Il ne s'attendait clairement pas à une telle réaction. Tu demandes encore pourquoi je l'ai. Il a montré la carte. Sophie, ce sceau, c'est toi qui l'as mis, n'est-ce pas? Quel sceau? J'ai baissé les yeux sur la carte en fronçant les sourcils. Pour ma princesse, que ce collier soit digne de ta beauté, Antoine. Mais c'est toi qui as écrit ça. Antoine, quand as-tu eu le temps d'écrire ces choses à d'autres dans mon dos? En disant cela, mon regard est passé de la surprise à l'accusation. Je parlais lentement, mais chaque mot frappait précisément sa cible. Les yeux d'Antoine se sont rétrécis. Ne fais pas semblant. Simon a déjà tout avoué. C'est toi qui lui as ordonné de livrer le collier à Valentine. Valentine? Je me suis levée pour être à son niveau. Quelle Valentine? Mon assistante. Tu sais parfaitement de qui je parle. Bien sûr que je sais. J'ai ri amèrement, et j'ai reposé le collier sur la table. Antoine, tu rentres à la maison au milieu de la nuit, tu me jettes au visage un faux collier, et tu affirmes que Simon a avoué que je l'ai livré à une certaine Valentine. Antoine, commence par m'expliquer pourquoi, toi, tu offres des colliers à Valentine. Antoine est resté silencieux. Cette hésitation d'une seconde fut la meilleure réponse pour moi. Il n'avait rien à dire. J'ai jeté le masque à la poubelle, pris un mouchoir et me suis essuyé les mains. Alors je vais le dire pour toi. Parce que tu te sens coupable envers Valentine et que tu veux te faire bien voir d'elle, c'est pour ça que tu lui offres des bijoux. Non, ce n'est pas ça. Quelle culpabilité peux-tu ressentir, toi? Toi, Antoine Vargas, tu n'as jamais ressenti de culpabilité pour personne. Tu veux simplement que Valentine te soit loyale, qu'elle reste ta maîtresse secrète sans résister. J'ai raison? Sophie, je t'ai posé une question. Et je te réponds. Ma voix est soudainement devenue plus forte, couvrant la sienne. Tu demandes pourquoi le collier a fini entre les mains de Valentine. D'accord, je vais te le dire. Ce collier, tu me l'as offert à moi, n'est-ce pas? Un cadeau d'anniversaire de mariage. Une malachite unique, inestimable. C'est toi-même qui l'as dit. J'ai pris le collier et l'ai agité devant son nez. Et puis, il m'a semblé que quelque chose n'allait pas avec lui, alors je l'ai emmené pour expertise chez Monsieur Pierre sur la place Vendôme. Tu sais ce qu'il a dit? Contrefaçon. Un composite. Prix du marché ne dépassant pas 300 €. Antoine, explique-moi pourquoi tu m'as refilé une contrefaçon à 300 € comme si c'était une malachite unique. Le visage d'Antoine a changé, non pas par un sentiment de culpabilité, mais par le fait que la situation lui avait échappé. Il n'avait sûrement pas pensé que j'irais faire une expertise. Ce n'est pas ce collier qui m'importe, dis-je. Je l'ai rejeté. Ma voix est passée d'aiguë à grave, pleine d'une colère contenue. C'est le fait que tu m'as trompé. Pourquoi m'as-tu trompé en me donnant une imitation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à tes yeux? Je ne vaux que des imitations? C'était un malentendu. Un malentendu. D'accord. Admettons. J'ai fait un pas en avant, le regardant dans les yeux. Alors je vais te demander pourquoi il y avait un localisateur dans ce collier. La paupière d'Antoine a très légèrement tressailli, mais je l'ai remarqué. Un localisateur? Sa voix s'est brisée un instant. De quoi parles-tu? Ne fais pas semblant. J'ai pris le collier et j'ai tourné la même pierre dans laquelle la puce était cachée.
de sorte que la lumière frappe la microscopique protubérance de la monture. Monsieur Pierre l'a trouvé. Une micropuce. Un localisateur GPS intégré dans la monture. Antoine, tu m'as mis un mouchard au cou. Je t'ai dit quand nous nous sommes mariés que ce que je déteste le plus au monde, c'est qu'on m'espionne. Henry Here restait silencieux. Ses lèvres étaient pincées en une ligne fine, les mâchoires serrées. C'est pour ça. Ne me demande pas pourquoi j'ai donné le collier à Valentine. J'ai jeté le collier sur la table et j'ai applaudi comme pour me dépoussiérer les mains. Parce qu'il me dégoûtait. Une fausse malachite, un vrai localisateur. Qu'est-ce que tu m'as offert? Un bijou ou un collier de chien? Puisque tu aimes tant tout contrôler, qu'elle le porte, Valentine. Après tout, elle aime tellement tes cadeaux. Et c'est pour ça que tu as utilisé mon nom, Monceau, pour lui livrer le collier? Oui, j'ai admis facilement et directement, avec indifférence dans ma voix. J'ai simplement transmis ton cadeau à quelqu'un d'autre. Qu'y a-t-il de mal à ça? Tu l'aimes tellement qu'elle porte ton collier, et ainsi tu sauras toujours où elle est. Pratique, n'est-ce pas? Antoine a pris une profonde inspiration. Une veine palpitait sur sa tempe. Mais je savais qu'il n'était pas en colère contre moi, ou du moins pas seulement contre moi. Il était furieux que la situation lui ait échappé. Quand il m'a donné le collier avec le localisateur, il ne pouvait pas supposer que je le trouverais. Il pensait que, comme avant, je le mettrais sans réfléchir et que je serais une épouse obéissante et exemplaire, pendant que lui, depuis l'écran de son téléphone, suivrait chacun de mes pas. Mais il s'était trompé. Antoine. Et je prononçai son nom, cette fois sans la moindre trace d'émotion, d'une voix calme comme la surface d'un lac paisible. Tu m'as offert une imitation, et tu y as intégré un localisateur. Ça, je pourrais encore le pardonner. Mais ta Valentine, tu crois que je ne sais pas? Le visage d'Antoine s'est finalement assombri. Tu me suivais? Et pourquoi est-ce que je te suivrais? J'ai ri. Dans le silence du salon, mon rire a sonné exceptionnellement aigu. Tu sens un autre gel douche. Le mois dernier, tu étais en voyage d'affaires pendant 4 jours, et sur ta carte de crédit, il y a des transactions pour 2 nuits dans la suite présidentielle du Bristol. Avec qui étais-tu là-bas? Je le sais parfaitement. Antoine, quand tu faisais tout ça, tu ne pensais probablement pas que moi aussi. Je vérifie les relevés de compte. Quoi? Un long silence s'est fait dans le salon. Les informations financières à la télévision étaient terminées, et une autre émission avait commencé. Le rire du présentateur qui parvenait de l'écran créait un contraste sardonique avec l'atmosphère tendue de la pièce. Finalement, Antoine a parlé. Sa voix était redevenue calme, mais ce calme était plus effrayant que la colère. « Sophie, que veux-tu vraiment? » « Ce que je veux? » Je me suis rassise sur le canapé et j'ai bu une gorgée du vin déjà froid de mon verre. « Je veux le divorce. Mais pas maintenant, et pas selon tes conditions, Antoine. Nos affaires se régleront selon mes règles. » Antoine me regardait comme s'il voyait une personne qu'il n'avait jamais vraiment connue. « Et quant à Valentine? » J'ai posé mon verre. Ma voix est devenue légère comme une plume. Elle devait être très heureuse quand elle a reçu le collier. Et aujourd'hui, quand tu lui as fait une scène, ça a dû lui faire très mal. Quand l'homme que tu aimes t'accuse de trahison, c'est un sentiment désagréable, n'est-ce pas? Antoine est resté silencieux, mais ses mains tremblaient légèrement. Chapitre 6. Révéler les cartes. Après cette conversation nocturne, Antoine s'est installé pour dormir dans le bureau. Je ne l'ai pas arrêté. En fait, c'était exactement ce que je voulais. Il avait besoin de temps pour digérer tout ça, pour décider quoi faire ensuite. Et moi, j'avais besoin de temps pour préparer le coup final. Pendant les 2 jours suivants, la maison fut silencieuse, comme le calme avant la tempête. Antoine partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Nous nous voyions à peine. Il ne mangeait pas à la maison et le chauffeur lui apportait des vêtements propres. Moi, de mon côté, je vivais ma vie normale. Je buvais du thé, lisais des livres, pratiquais le yoga. Parfois, j'ouvrais le panneau de contrôle du localisateur, et j'observais le point rouge se déplacer entre le bureau d'Antoine et son ancien appartement de célibataire dans le Marais. Apparemment, il avait récupéré le collier et le gardait dans son bureau pour le moment. Quant à Valentine, elle n'était pas apparue au travail depuis 2 jours. Ses collègues discutaient dans le chat du bureau que Valentine avait demandé un arrêt maladie, mais tout le monde comprenait que ce n'était qu'un prétexte. Quelqu'un l'avait vue ce soir-là sortir en courant du Bristol, le maquillage coulant et les yeux gonflés de larmes. Simon a démissionné de son plein gré le 3e jour. Il n'a pas cherché à me rencontrer ni à expliquer ses raisons, mais je savais. Connaissant le caractère d'Antoine, il ne pardonnerait à personne qui l'aurait trahi. Simon avait travaillé pour lui pendant tant d'années, et finalement, pour une seule parole de ma part,
il avait été licencié. À vrai dire, je ne ressentais pas la moindre culpabilité à ce sujet. Si Simon avait pu m'aider pour de l'argent, cela signifiait qu'il pourrait aider n'importe qui d'autre pour de l'argent. Garder quelqu'un comme ça près de soi, c'était comme porter une bombe à retardement. Le 3e jour, dans l'après-midi, alors que je m'étirais dans la salle de yoga, le téléphone a sonné. Sur l'écran, le nom d'Antoine est apparu. « Allô, Sophie. » Sa voix semblait fatiguée, mais calme. « Demain à 10h. Viens au bureau. Après la réunion du conseil d'administration, nous devons parler. » « De quoi devons-nous parler ? » « Tu le sais. » « D'accord. » J'ai enroulé mon tapis de yoga. Ma voix était ferme. « À demain. » Après avoir raccroché, j'ai ouvert les notes de mon téléphone et j'ai trouvé une des captures d'écran. C'était les preuves que je rassemblais depuis 3 mois. Des registres de transfert d'actifs d'Antoine via des comptes offshore, des factures du Bristol confirmant ses rencontres avec Valentine et une copie du contrat de nantissement d'actions qu'il avait signé dans mon dos. Le contenu de ce contrat serait suffisant pour rendre n'importe quel membre du conseil d'administration nerveux. Antoine avait nanti 30% des actions du groupe Phoenix à un fonds offshore, et le bénéficiaire final de ce fonds était un compte anonyme dont il était impossible de retrouver le propriétaire. En bref, il détournait des actifs en secret, se préparant au divorce. Mais il ne savait pas une chose. Le véritable contrôleur de ce fonds offshore était le disciple le plus fiable de mon père, l'avocat Victor Martin. Victor avait travaillé avec mon père pendant 20 ans. Il était passé de stagiaire à associé au cabinet et devait tout à mon père. Il y a 3 mois, j'ai contacté Victor et je lui ai parlé des manigances d'Antoine. Victor, sans hésiter, m'a aidé à organiser le piège dans lequel Antoine est tombé tout seul, en nantissant les actions à un fonds que nous contrôlions. Antoine pensait qu'il détournait des actifs, mais en réalité, il me livrait ses actions de ses propres mains. Antoine ne le savait pas encore. Le lendemain, à 10h, j'étais au siège du groupe Phoenix. Je portais un tailleur pantalon noir, les cheveux relevés en chignon, un maquillage discret, non ostentatoire, mais suffisamment défini. Quand je suis entrée dans l'immeuble, la réceptionniste est devenue visiblement nerveuse en me voyant. « Bonjour, Madame Sophie. Le président Vargas vous attend dans la salle de réunion principale. » Dans la salle de réunion principale, j'ai haussé un sourcil. Pas dans son bureau. Le président a dit que la réunion du conseil vient de se terminer et que tous les membres sont encore là. C'est pour ça. D'accord, je comprends. Je me suis dirigée vers l'ascenseur. Mes talons résonnaient sur le sol en marbre. Chaque pas sonnait avec assurance. La porte de la salle de réunion principale était entr'ouverte. Quand je l'ai poussée, tous les présents, comme sur commande, m'ont regardé. La salle était pleine. Les 12 membres du conseil d'administration du groupe Phoenix, plus Antoine, 13 personnes. Sur la longue table, il y avait des bouteilles d'eau et des dossiers. Le projecteur était encore allumé et sur l'écran, on voyait la dernière page du rapport financier. Antoine était assis à la tête de la table. En me voyant, il a essayé de sourire, mais on ne pouvait même pas appeler ça un sourire. « Sophie, tu es venue. » Quelle assemblée distinguée. Je me suis arrêtée à l'autre bout de la table, parcourant du regard tous les présents. « Monsieur le Président, est-ce une réunion du conseil ou un tribunal ?» Assis à la gauche d'Antoine, Monsieur Michel Dubois, le membre le plus ancien du conseil, qui avait même travaillé avec son père, a toussé pour dissimuler son malaise. « Madame Sophie, le président Vargas vous a invité. Il a dit que certaines affaires familiales devaient être clarifiées en présence du conseil. » Des affaires familiales ? J'ai ri amèrement. J'ai retiré une chaise en face d'Antoine et je me suis assise. Si ce sont des affaires familiales, pourquoi inviter tout le conseil ? Parce que cette affaire concerne l'entreprise, a dit Antoine, sortant un papier d'un dossier et le plaçant au centre de la table. J'ai jeté un coup d'œil. C'était la déclaration de licenciement de Simon. Sophie, en utilisant mon chauffeur, Simon, tu as volé mon sceau personnel. Tu as falsifié une carte de vœux et, en mon nom, tu as offert à une employée de l'entreprise, Valentine, un collier avec une fonction de suivi. Cet acte est une violation de ma vie privée et nuit à l'image de l'entreprise. La voix d'Antoine était uniforme et calme, comme s'il lisait un document juridique. Aujourd'hui, j'ai invité tous les membres du conseil ici pour qu'ils soient témoins d'une chose. Ma femme a commis des actes à mon préjudice et au préjudice des intérêts de l'entreprise, et j'ai le droit de dissoudre unilatéralement le mariage sans aucune réclamation patrimoniale de sa part, avec un jugement à ses torts exclusifs. Un silence de 3 secondes s'est fait dans la salle, puis j'ai éclaté d'un rire discret. Mais dans ce silence, chaque son était clairement audible. « Antoine,
Tu as réuni tout le conseil juste pour dire ça? Quoi? Tu as peur de l'admettre? Admettre quoi? Que j'ai offert un faux collier à ta maîtresse? Après cette phrase, l'air dans la salle sembla se figer. Les membres du conseil ont commencé à se regarder les uns les autres. Les sourcils de M. Dubois se sont élevés presque jusqu'à la ligne de ses cheveux. Sophie! Antoine a frappé la table avec force. N'ose pas diffamer ici. Diffameur? J'ai sorti une grande enveloppe de mon sac, l'ai ouverte, et j'ai éparpillé son contenu sur la table. Des photos, des captures d'écran imprimées, des registres de chats, des factures d'hôtel, des relevés de cartes de crédit et l'expertise de M. Pierre. Sur les photos, on voyait Antoine et Valentine à l'entrée du Bristol. Elles n'étaient pas très nettes, mais leurs deux visages étaient reconnaissables. Les captures d'écran de la correspondance, le dialogue d'Antoine et Valentine sur WhatsApp. Les mots « mon amour à notre endroit habituel » que j'avais surlignés au marqueur. Les factures de l'hôtel montraient qu'au cours de la dernière année, Antoine avait loué une chambre au Bristol 47 fois, dont 39 coïncidaient avec le séjour de Valentine. Chers membres du conseil, s'il vous plaît, vous pouvez regarder. J'ai fait glisser les photos vers le centre de la table. Votre président, au cours d'une année, a loué une chambre d'hôtel 47 fois, dont 39 avec la même dame. Et cette dame n'est pas son épouse légitime, mais son assistante personnelle du secrétariat. Selon le Code civil, les biens acquis pendant le mariage par les deux époux constituent leur patrimoine commun. Nous avons également un contrat de mariage qui spécifie la question de la compensation, et Monsieur le Président affirme qu'il ne paiera aucune prestation compensatoire et m'accusera de faute. Le visage d'Antoine a pris une teinte cendreuse. Et ceci aussi. J'ai pris l'expertise et je l'ai montré à tout le monde. Un cadeau du président pour notre anniversaire de mariage, la prétendue malachite unique. Selon l'avis de l'expert, c'est une imitation traitée chimiquement, valeur marchande ne dépassant pas 300 €. Et ce qui est encore plus intéressant, dans ce faux collier, une micropuce était intégrée, un localisateur GPS. Monsieur le Président, vous m'avez mis un mouchard au cou pour suivre chacun de mes mouvements? Ou peut être pour contrôler ma liberté? L'atmosphère dans la salle a explosé. Les gens ont commencé à murmurer. Le visage de M. Dubois est passé de l'inconfort au choc, puis à la colère. Il était l'un des fondateurs de l'entreprise et se souciait de sa réputation plus que de sa propre vie. Antoine, la voix de M. Dubois tremblait. Est-ce que tout cela est vrai? Monsieur Dubois, c'est moi qui. Est-ce vrai? Antoine est resté silencieux. 16. Son silence fut la meilleure réponse. Monsieur Michel Dubois s'est levé lentement et a fermé son dossier. Sa voix sonnait sénile et froide. Le président du groupe Phoenix entretient une maîtresse dans un hôtel partenaire de notre entreprise, puis installe un mouchard sur sa propre femme. Si cela parvient à l'opinion publique, que pensez-vous qu'il arrivera à nos actions? Qu'arrivera-t-il à notre réputation dans le secteur? Monsieur le Président, je pense que continuer la réunion d'aujourd'hui n'a aucun sens. Monsieur Dubois a pris sa mallette et a regardé Antoine. Dans son regard, il y avait de la déception et du mépris. Vous nous avez invités ici aujourd'hui pour que nous vous aidions à régler vos comptes avec votre femme, mais apparemment, vous avez oublié que j'ai vu comment votre père a bâti cette entreprise à partir de rien. Ce que vous faites est un déshonneur pour la mémoire de votre père. Après ces mots, il a quitté la salle sans regarder en arrière. Les autres membres du conseil, après avoir échangé des regards, ont également commencé à se lever et à sortir. Il ne s'est pas passé 5 minutes, et nous n'étions plus que 2 dans la salle, lui à la tête de la table, moi en face. Sur la longue surface étaient éparpillés les photos et les documents, comme sur un champ de bataille. Sophie. La voix d'Antoine était presque inaudible. Que veux-tu vraiment? Je me suis levée, j'ai arrangé ma jupe et j'ai pris mon sac. Je veux un divorce simple. La partie fautive, c'est toi. La division des biens selon l'accord. Tes 30% des actions du groupe Phoenix pour moi. L'appartement du Marais pour moi. Ton statut VIP au Bristol est annulé. Quant à Valentine, elle ne m'intéresse pas. Tu veux l'épouser? Tu ne veux pas? Trouve-en une autre. Ça ne m'importe plus. Tu rêves. Vraiment? Je me suis approchée de la porte et je me suis retournée. Antoine, ces actions que tu as nanties, as-tu vérifié qui contrôle réellement ce fonds offshore? Le visage d'Antoine, à ce moment-là, sembla se briser. Il a brusquement levé vers moi des yeux remplis d'incrédulité. Toi? Oui, moi. J'ai souri légèrement et j'ai ouvert la porte. Monsieur le Président, allez préparer un stylo pour signer les documents. Chapitre 7. Le dernier atout. Quand je suis sortie de l'immeuble de bureau du groupe Phoenix,
Une fine bruine a commencé à tomber. Je n'ai pas ouvert de parapluie, je suis simplement resté sous l'auvent de l'entrée, et j'ai observé comment l'eau transformait l'asphalte en un miroir gris foncé. Dans l'air flottait une odeur d'humidité, de gaz d'échappement et de jacarandas en fleurs. Le téléphone a vibré. Un message de l'avocat Victor. Madame Sophie, tout est réglé avec le fonds offshore. Les actions nanties par Antoine peuvent être exécutées à tout moment. J'ai répondu par un seul mot. Bien. Puis j'ai ouvert le parapluie et je me suis avancé sous la pluie. Les 48 heures suivantes seraient décisives dans cette guerre. Antoine n'était pas du genre à abandonner facilement. Aujourd'hui, au conseil d'administration, j'avais exposé tous ses secrets et il ne laisserait pas passer ça. Il contre-attaquerait en utilisant ses méthodes favorites, influence, contact, argent, et ces combines louches dont on ne parle pas à voix haute. Je devais jouer ma dernière carte avant qu'il ne fasse son mouvement. Le soir même, j'ai rencontré M. Michel Dubois dans un petit restaurant chaleureux à Montmartre. M. Dubois est arrivé en tenue de ville, ne ressemblant en rien à l'homme d'affaires guindé en costume que j'avais vu le matin. Il s'est assis en face de moi et sur son visage se dessinait une gamme complexe d'émotions. « Madame Sophie, ce que vous avez présenté aujourd'hui à la réunion. Monsieur Dubois, je ne suis pas venu aujourd'hui pour discuter de la moralité d'Antoine. Je lui ai servi un thé et je suis allé droit au but. Je suis venu parler de la survie du groupe Phoenix. » Les sourcils de Monsieur Dubois se sont froncés. « Que voulez-vous dire ?» J'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai posé devant lui. Ce sont les registres des transferts de fonds d'Antoine via des comptes offshore au cours des 6 derniers mois. Il a détourné près de la moitié du fonds de roulement de l'entreprise vers les comptes de 3 sociétés écrans aux îles Caïmans. Ces entreprises se consacrent formellement à l'import-export, mais en réalité, elles n'ont aucune activité. Monsieur Dubois a ouvert le dossier et son visage s'est assombri. De plus, ai-je indiqué la dernière page, en décembre de l'année dernière, il a nanti 30% de ses actions du groupe Phoenix à un fonds offshore, obtenant un prêt privé de près de 20 millions d'euros. Cet argent n'est pas allé sur les comptes de l'entreprise, mais a été transféré par lui à une société fiduciaire enregistrée aux îles Vierges britanniques. 20 millions? La voix de M. Dubois s'est brisée. Pourquoi faire? Pour acheter une villa. M. Dubois est resté figé. Une villa privée sur la Côte d'Azur, avec une résidence de luxe, un héliport et un quai privé. La transaction a été finalisée en janvier de cette année. L'acheteur n'est pas Antoine, mais un parent du côté de sa mère. J'ai sorti des photos satellites et les ai posées sur la table. Monsieur Dubois, pourquoi pensez-vous qu'un homme d'affaires normal détourne en secret l'argent de l'entreprise et achète une propriété de luxe à l'étranger? Monsieur Dubois est resté silencieux, mais la main qui tenait la tasse de thé tremblait. Parce qu'il se prépare une voie de sortie, ai-je répondu pour lui. Antoine sait que son mariage est au bord du gouffre. Selon notre contrat de mariage, si le divorce est prononcé à ses torts, il doit me céder 30% de ses actions. Il a nanti ses actions à l'avance, a obtenu l'argent liquide et l'a transféré à l'étranger. Quand le tribunal prononcera le jugement de divorce, ces 30% d'actions auront déjà été saisies par le fonds. Son patrimoine sur le papier sera considérablement réduit, et quand le tribunal m'accordera les actions, je ne recevrai rien. La voix de M. Dubois tremblait. Il veut vider Phoenix de l'intérieur, et pas seulement. J'ai pris une gorgée de thé, parlant aussi tranquillement que si je discutais du temps. S'il détourne la moitié du fonds de roulement de l'entreprise, comment Phoenix fonctionnera-t-il au second semestre? Avec quoi paiera-t-il les fournisseurs, les salaires des employés, les prêts bancaires? Monsieur Dubois, vous savez mieux que moi ce que signifie pour une entreprise de perdre sa liquidité financière. Monsieur Dubois est resté silencieux pendant un long moment. Le restaurant était calme. Seuls des rires provenaient de la table voisine. Dehors, il pleuvait toujours. Les gouttes frappaient la fenêtre. « Madame Sophie, » a-t-il dit finalement, « qu'attendez-vous de moi ?» 2 choses. Premièrement, que vous convoquiez demain une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou une réunion du conseil, et que vous soumettiez au vote une motion pour destituer Antoine de son poste de président du conseil. Vous êtes le 2e plus grand actionnaire. Vous avez une influence énorme. Si vous prenez l'initiative, les autres membres suivront. Et deuxièmement, que vous me souteniez au tribunal pendant le divorce pour que je puisse prendre possession de ces 30% d'actions sans problème. En échange, après avoir obtenu les actions, je vous en vendrai la moitié au prix du marché. De cette manière, vous deviendrez le plus grand actionnaire du groupe Phoenix et l'entreprise passera sous votre contrôle. Les yeux de M. Dubois se sont rétrécis. Il me regardait non plus avec surprise,
mais avec un intérêt plus aigu. Madame Sophie, vous êtes bien plus dangereuse que je ne le pensais. Vous me flattez, monsieur Dubois. Ai-je souri. Je n'aime simplement pas qu'on me prenne pour une idiote. Vous épouser a probablement été la plus grande erreur de la vie d'Antoine. Monsieur Dubois a levé sa tasse et l'a agitée à la lumière de la lampe. D'accord, j'accepte. Quand je suis sortie du restaurant, la pluie avait déjà cessé. Je suis restée dans la rue humide et j'ai levé la tête. Une éclaircie s'était ouverte dans les nuages, et on voyait un morceau de ciel nocturne d'un bleu foncé avec quelques étoiles. J'ai pris une profonde inspiration. L'air frais et humide a rempli mes poumons, et j'ai eu l'impression d'avoir été baignée dans de l'eau glacée. Antoine, tu pensais avoir tout prévu, mais tu as oublié une chose. Moi, Sophie Rojas, je n'ai jamais été une femme qui attend d'être sauvée. J'ai rangé mon téléphone et j'étais sur le point de monter dans ma voiture quand il a de nouveau sonné. Cette fois, un numéro inconnu. J'ai hésité puis j'ai répondu. Sophie Rojas. La voix de l'autre côté m'a fait me figer un instant. C'était Valentine. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré longtemps, mais son ton était étonnamment calme. Madame Sophie, je veux vous rencontrer. Je me suis appuyée contre la voiture et j'ai regardé les lumières d'une supérette de l'autre côté de la rue. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Que se passe-t-il? J'ai quelque chose pour vous. La voix de Valentine s'est faite plus basse. À propos d'Antoine. Il m'a forcé à signer un accord. Je pense que vous devriez le voir. Quel accord? Un contrat de fiducie. Dans la voix de Valentine, il y avait un petit rire froid. Il m'a demandé d'être son prête-nom. Il a dit que c'était pour l'optimisation fiscale, mais j'ai fait des recherches. Il a enregistré cette propriété à vous. Cet appartement dans le Marais. À mon nom. Madame Sophie, votre mari a mis l'appartement à mon nom. Je le savais. Ma main s'est agrippée au téléphone. L'appartement du Marais. Antoine l'avait acheté avant le mariage et, selon la loi, c'était son patrimoine personnel, mais soumis à certaines liquidations pour amélioration et à notre contrat de mariage. Cependant, s'il avait secrètement transféré la propriété à Valentine pendant le mariage, se préparant à une vente éventuelle, c'était un exemple classique de dissimulation de patrimoine. Où êtes-vous? Ai-je demandé. Dans un café près de votre résidence. Dans la voix de Valentine résonnaient des notes complexes que je ne pouvais pas interpréter. Je vous attends. Après avoir raccroché, je ne suis pas montée dans la voiture immédiatement. Je suis restée sous un lampadaire, regardant ma longue ombre et calculant rapidement. Pourquoi Valentine a-t-elle décidé de m'aider? Elle déteste Antoine. C'est la seule explication. Cette nuit-là au Bristol, Antoine a nié devant elle la carte, le collier et tout ce qu'il y avait eu entre eux. Pour une femme comme Valentine, la distance de l'amour à la haine est plus courte que pour n'importe qui d'autre. Elle a donné à Antoine 2 ans de sa vie, et en échange, elle a entendu. Je n'ai jamais demandé à Simon de te livrer quoi que ce soit. Maintenant, elle voulait rendre cette humiliation à Antoine. Intéressant. 15 minutes plus tard, j'étais assise près de la fenêtre du café. Quand Valentine est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle portait un sweat à capuche gris très large sur le visage, sans maquillage, les lèvres gercées, les yeux rouges de larmes, rien à voir avec cette femme en robe rouge et collier de malachite. Elle s'est assise en face de moi et a jeté un dossier avec des documents sur la table. Voyez par vous-même. J'ai pris les documents et j'ai commencé à les examiner. C'était un contrat d'acquisition fiduciaire de biens immobiliers, avec des signatures notariées, datées de 3 mois. Selon ce contrat, Antoine transférait à Valentine en tant que fiduciaire la propriété de l'appartement, et elle en devenait la propriétaire formelle au registre foncier. Dans le contrat fiduciaire lui-même, il était clairement spécifié qu'Antoine était le propriétaire réel, et que Valentine ne devait que conserver la propriété pour lui, sans droit d'en disposer, et avec l'obligation de la lui restituer à sa seule demande. Le problème, cependant, était qu'Antoine n'avait pas enregistré cela dans les registres officiels auprès du juge aux affaires familiales. C'était une évasion classique de la division des biens. Il creusait sa propre tombe. Valentine a pris sa tasse de café, et sur ses lèvres est apparu un sourire venimeux. Il pensait qu'il était très malin. Il pensait qu'en mettant l'appartement à mon nom, il éviterait les complications du divorce. Mais il a oublié une chose. Le registre foncier reconnaît le transfert notarié de la propriété, et le contrat de fiducie gardé dans un tiroir est une preuve que je peux détruire ou vous remettre. Et vous voulez me le remettre? J'ai posé les documents et les regardé. Oui. Dans les yeux de Valentine a brillé la fureur. Je veux qu'il se retrouve sans rien. Pourquoi? Valentine est restée silencieuse pendant un long moment. Dans le café, on entendait un jazz doux.
La lumière des lampadaires inondait le trottoir d'une lueur orangée. En face se trouvait la luxueuse résidence où j'habitais, la maison où Antoine se sentait le maître de la situation. « J'ai eu 2 avortements à cause de lui », a dit soudainement Valentine, comme si elle se parlait à elle-même. Après le second, le médecin a dit que les parois de mon utérus étaient devenues très fines et que je pourrais avoir des problèmes pour tomber enceinte à l'avenir. Pendant que j'étais sur la table d'opération, il m'a envoyé un message disant qu'il avait des affaires urgentes à l'entreprise et qu'il ne pourrait pas venir. Plus tard, j'ai appris que ce soir-là, il était chez lui avec vous pour célébrer votre anniversaire de mariage. Je suis restée silencieuse. Valentine a posé sa tasse et a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait pas de larmes en eux. Madame Sophie, je l'aimais vraiment, mais lui ne m'a jamais aimée. Pour lui, je n'étais qu'un outil. Un outil pour s'amuser, pour évacuer le stress, pour cacher son patrimoine. Elle a pris une profonde inspiration. Avant-hier, il m'a forcé à signer une déclaration supplémentaire à ce contrat fiduciaire dans laquelle je confirme une fois de plus que l'appartement lui appartient. Et alors j'ai compris, il se prépare au divorce et il efface les traces. Et après, j'ai décidé que je ne le laisserai pas effacer les traces. Le visage de Valentine est devenu froid. Il veut s'en sortir indemne. Doux rêve. Sophie, je vous remets l'original de ce contrat de fiducie. Allez avec ça au tribunal et accusez-le de dissimulation malveillante du patrimoine conjugal. L'enregistrement à la propriété est réel. Ce contrat de tiroir aussi. Mettez-les ensemble et il manquera d'arguments. J'ai regardé cette femme et j'ai pensé... Comme le destin est ironique. Il y a à peine 1 mois, elle était l'épine la plus douloureuse de mon mariage, et maintenant elle était devenue la dernière pièce manquante de mon plan pour détruire Antoine. Valentine, vous devez comprendre que même si je présente ce contrat au tribunal et que ses manigances sont prouvées, l'appartement me reviendra finalement à moi, pas à vous. Valentine s'est levée, a remis sa capuche en cachant la majeure partie de son visage. Je n'ai pas besoin de cet appartement. Je veux juste qu'il ressente aussi ce que c'est quand la personne en qui vous avez le plus confiance vous plante un couteau dans le dos. Après ces mots, elle s'est retournée et est partie. La porte du café s'est ouverte et une rafale de vent nocturne est entrée, emportant une serviette de la table. Je suis restée assise à regarder par la fenêtre le dos mince de Valentine disparaître dans l'obscurité. Dans mon cœur est né un sentiment étrange. Ni pitié, ni culpabilité. Quelque chose de plus complexe, comme si j'observais un incendie. Le feu, c'est moi qui l'ai allumé, mais le bois, c'est Antoine lui-même qui l'avait accumulé. J'ai rangé le contrat dans mon sac, j'ai payé, et je suis sortie. Quand je suis rentrée à la maison, la lumière du salon était allumée. Antoine était assis sur le canapé. Il ne regardait pas la télévision, ne vérifiait pas son téléphone. Il était simplement assis, droit comme une statue. En entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, il a tourné la tête. Nos regards se sont croisés dans la faible lumière du hall d'entrée. « Où étais-tu » a-t-il demandé. « J'ai rencontré une amie. J'ai changé de chaussures et je suis passée à côté de lui sans même m'arrêter. »« Sophie. » Antoine s'est levé. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas bu d'eau depuis des jours. « Nous devons parler. »« D'accord. » Je me suis tournée vers lui. Sur mes lèvres se dessinait un léger sourire. « De quoi veux-tu parler ? De l'évasion d'actifs ? Du fait que tu as mis l'appartement au nom de Valentine ? Ou de comment tu as nanti les actions et empoché 20 millions d'euros en liquide ? » Le visage d'Antoine a perdu toute sa couleur en une fraction de seconde. « Combien ? Sais-tu ? » ?»« Tout !» J'ai incliné la tête, le regardant comme un étranger. « Antoine, tu pensais que tu jouais un grand jeu, mais en réalité, chacun de tes pas a été fait sur le chemin que je t'ai tracé. Le fonds offshore à travers lequel tu as détourné le patrimoine est à moi. Les 20 millions que tu as empruntés contre les actions sont intacts dans la société fiduciaire. Et l'original du contrat de fiducie de cet appartement que tu as signé avec Valentine est maintenant dans mon sac. » Antoine a reculé d'un pas, heurtant sa jambe contre la table basse. On a entendu un bruit sourd. Il me regardait et dans ses yeux, pour la première fois, est apparue une peur que je pouvais lire. « Sophie, qui es-tu » Je me suis approchée de lui et j'ai arrangé un pli inexistant sur le col de sa chemise. Le geste était tendre, comme celui d'une épouse attentionnée. « Je suis la femme que tu as fait entrer dans ta maison. Tu n'as simplement jamais su avec qui tu t'étais vraiment mariée. » Chapitre 8. Le coup de grâce, Antoine n'a pas dormi de la nuit. Je l'ai entendu faire les 100 pas dans son bureau de 1h du matin à 6h du matin. Le son de ses chaussures sur le parquet s'accélérait parfois, ralentissait parfois,
comme un métronome déréglé. J'étais allongé dans la chambre, écoutant ces bruits, et sur mes lèvres, les yeux fermés, se dessinait un sourire à peine perceptible. La partie était entrée dans sa phase finale. Toutes les pièces étaient en place. Monsieur Michel Dubois, Valentine, l'avocat Victor, le fonds offshore, le contrat de fiducie, le nantissement sur les actions. Tout cela était comme 6 couteaux plantés dans les 6 points les plus vulnérables du corps d'Antoine. Il était immobilisé. Toute tentative de retirer l'un des couteaux se terminerait par une hémorragie fatale. Mais il ne savait pas que j'avais encore un 7e couteau. Le coup final que je lui avais préparé. Le lendemain matin, à 8 heures, M. Michel Dubois a appelé. Madame Sophie, la réunion extraordinaire du conseil d'administration a été convoquée pour 14h00. Sur les 12 membres, 10 ont confirmé leur présence. C'est plus des 2/3, ce qui, selon les statuts de la société, est nécessaire pour voter la destitution du président du conseil. La voix de M. Dubois au téléphone sonnait sûre et ferme, comme celle d'un général avant la bataille. J'ai déjà chargé de préparer la motion de destitution. Premier point. Abus de pouvoir. Nantissement arbitraire d'actions clés de la société. Deuxième point. Détournement de fonds de l'entreprise à des fins privées. Troisième point. Conduite indécente, nuisant gravement à l'image de la société. N'importe lequel de ces points est suffisant pour le couler. Merci pour vos efforts, Monsieur Dubois. De rien. Monsieur Dubois a fait une pause et dans sa voix, on a entendu de l'admiration. Sincèrement, Madame Sophie, je suis chez Phoenix depuis tant d'années. J'ai tout vu, mais... Il semblait choisir ses mots. Des jeunes gens aussi calculateurs que vous, j'en ai connu très peu. Vous me flattez, Monsieur Dubois. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux. Dehors, un jour ensoleillé, chose rare. Le soleil baignait Paris d'or. Je ne veux simplement pas être l'idiote qu'on trompe et qui, en plus, aide à compter l'argent. C'est dommage qu'il ait tout détruit lui-même. Après avoir raccroché, j'ai ouvert le tiroir inférieur de mon bureau et j'ai sorti une grande enveloppe. À l'intérieur, il y avait un document imprimé. Sur la couverture, en gras, on pouvait lire « Rapport consolidé sur la conduite inappropriée de M. Antoine Vargas pendant son mandat de président du groupe Phoenix ». Je préparais ce document depuis 3 mois. Il rassemblait toutes les opérations suspectes d'Antoine des 2 dernières années. Transactions avec des parties liées, transfert de fonds, frais de déplacement fictifs, utilisation des ressources de l'entreprise à des fins privées, investissement secret dans des entreprises concurrentes. Chaque accusation était étayée par des preuves irréfutables, relevés bancaires, captures d'emails, copies de contrats, une liste de témoins. Si ces documents parvenaient au parquet, Antoine aurait suffisamment de procès pour le reste de sa vie. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, lors de la réunion du conseil d'administration, je remettrai personnellement ce document à chacun de ses membres, 14/00. Siège du groupe Phoenix. Cette fois, je me sentais encore plus confiante. La réceptionniste, en me voyant, a voulu dire quelque chose, mais a finalement juste balbutié « Bonjour, Madame Sophie », sans oser lever les yeux. Les rumeurs s'étaient apparemment déjà répandues dans toute l'entreprise. On ne joue pas avec la femme du président. La porte de la salle de réunion principale était ouverte. Les 10 membres du conseil étaient déjà assis. Monsieur Michel Dubois présidait la réunion. En face de lui, Antoine. En un seul jour, Antoine avait vieilli de 5 ans. Son costume était toujours parfaitement repassé, ses cheveux coiffés, mais les cernes et les rides profondes au coin des lèvres le trahissaient. Il n'avait pas dormi de la nuit et savait ce que signifiait la réunion d'aujourd'hui. Je me suis assise au bout de la table, j'ai ouvert mon dossier et je suis restée immobile, comme un spectateur au théâtre. Monsieur Michel Dubois s'est raclé la gorge. Chers membres du Conseil, nous nous sommes réunis aujourd'hui en session extraordinaire pour une seule raison. Discuter et voter la destitution de Monsieur Antoine Vargas du poste de président du conseil d'administration du groupe Phoenix. La motion vous a été envoyée à l'avance. Monsieur Vargas en a également reçu une copie. Selon les statuts, avant le vote, le président dispose de 15 minutes pour s'exprimer. Monsieur le Président, à vous. Antoine s'est levé, a parcouru du regard tous les présents et s'est arrêté sur moi. Dans son regard, il y avait de tout. Haine, ressentiment, une incompréhension totale. Comme s'il ne pouvait toujours pas croire que la femme qui, pendant 3 ans, lui avait repassé ses chemises, l'avait accompagné au banquet et avait été si soumise, était soudainement devenue sa pire ennemie. Mais il ne savait pas que depuis le jour du mariage, je n'avais cessé d'apprendre et de me préparer. Il m'avait envoyé à des cours de fleuristerie et d'expertise en joaillerie. Et moi, pendant que je faisais des arrangements floraux, j'étudiais l'analyse des rapports financiers.
Il m'avait forcé à quitter le cabinet d'avocat pour être femme au foyer, et moi, pendant mon temps libre, j'avais obtenu ma licence d'avocate et de conseillère financière. Il m'avait enfermée dans une cage dorée avec l'étiquette « épouse du président », pensant qu'il me dominerait ainsi. Il avait juste oublié qu'un oiseau en cage a beaucoup de temps pour étudier la structure de sa cage. « Cher membre du conseil », commença Antoine. Sa voix était rauque, mais il essayait de parler fermement. J'admets que dans ma vie privée, j'ai commis des erreurs. Mais en ce qui concerne les accusations de nantissement d'actions et de détournement de fonds, je dois donner une explication. Premièrement, le prêt de 20 millions d'euros contre 30% des actions était destiné à assurer l'acquisition d'un projet à l'étranger. La destination de ces fonds est confirmée par un contrat. Ce projet est un réseau de complexes touristiques sur la Riviera Maya, ce qui est totalement cohérent avec notre ligne de métier. Il sortit un contrat de son dossier et le posa sur la table. Deuxièmement, en ce qui concerne les accusations de détournement de capital, les transferts vers les Caïmans sont des règlements standards de contrats commerciaux à l'étranger. Phoenix a une douzaine de partenaires étrangers et les transferts via des sociétés offshore sont une pratique courante dans l'industrie. Il n'y a rien d'illégal là, dedans. Son discours était clair et logique. Il parlait avec la confiance d'un manager professionnel. Si je ne connaissais pas la vérité, ses explications m'auraient paru convaincantes. Mais M. Dubois ne s'est pas laissé duper. Monsieur le Président, M. Dubois a pris un relevé de compte et a ajusté ses lunettes. Ce réseau d'hôtels de la Riviera Maya dont vous parlez, je l'ai fait enquêter. Effectivement, ils ont reçu 20 millions d'euros. Cependant, le principal actionnaire de cette société est un certain Philippe Vargas. Si je ne me trompe, c'est le nom de votre oncle. Oui. Le coin de l'œil d'Antoine a tressailli. Et ces 3 sociétés au Caïman, a poursuivi M. Dubois. 2 d'entre elles sont enregistrées à la même adresse. L'adresse personnelle de votre oncle à Cannes. M. Dubois a retiré ses lunettes. Sa voix est devenue froide comme le fil d'un rasoir. Monsieur le Président, vous prenez l'argent de l'entreprise et vous faites des affaires avec l'entreprise de votre oncle. Cela s'appelle une transaction avec une partie liée, sans une résolution de l'Assemblée générale. Vous détournez le capital de l'entreprise, il fait un tour et atterrit dans la poche de votre oncle. Cela s'appelle du blanchiment d'argent et des actes préjudiciables à la société. Vous n'avez pas à me parler de pratiques courantes. Je suis dans les affaires depuis des décennies et je peux encore distinguer une transaction normale d'un pillage de l'entreprise. Un silence de 3 secondes s'est fait dans la salle, puis j'ai applaudi doucement 2 fois. Tous les regards se sont tournés vers moi. Magnifiquement exposé, Monsieur Dubois. J'ai ouvert mon dossier, j'ai sorti le rapport et je me suis levé. Lentement, j'ai fait le tour de la table, remettant une copie à chaque membre du conseil. Mais ce que vous savez n'est probablement que la pointe de l'iceberg. Chers membres du conseil, s'il vous plaît, lisez ce document. J'ai placé le rapport devant chacun des 10 membres du conseil. Antoine était assis à la tête de la table et son visage n'était plus seulement sombre, mais complètement défiguré. Ces documents. Je suis revenu à ma place. Ma voix était claire et ferme. En tant que membre de la famille d'un actionnaire du groupe Phoenix, j'ai chargé une agence d'enquête privée indépendante de les rassembler. Il documente 12 violations des statuts de l'entreprise et de la loi en vigueur commises par M. Misé. Antoine Vargas, au cours des 2 dernières années, y compris l'utilisation de son poste pour effectuer des transactions avec des parties liées pour un total de plus de 7 millions d'euros, des frais de déplacement et de représentation fictifs pour un montant de plus d'1 million d'euros, l'utilisation des ressources de l'entreprise pour entretenir un bureau séparé pour sa maîtresse, Madame Valentine, et lui verser un salaire 5 fois supérieur à la norme du marché. Investir via des parents dans 3 entreprises concurrentes, ce qui constitue une violation directe de la clause de non-concurrence. Sophie, Antoine s'est levé d'un bond, le pied de la chaise a grincé contre le sol. Je n'ai pas encore terminé. Je ne l'ai même pas regardé, et j'ai continué. Et le dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Selon l'analyse préparée par l'avocat Victor Martin, en transférant les actifs, Antoine a utilisé le sceau officiel de l'entreprise et son sceau personnel. Les statuts du groupe Phoenix stipulent que toute opération financière dépassant les 500 000 euros doit être approuvée par une résolution du conseil d'administration. Mais M. Vargas, au cours des 6 derniers mois, a disposé de cette manière d'une somme qui dépasse les 25 millions d'euros. Le conseil d'administration n'en savait rien. Messieurs, qu'est-ce que cela signifie du point de vue du droit pénal fiscal? Je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer. Un silence de mort s'est fait dans la salle. Le soleil qui entrait par les baies vitrées panoramiques était éblouissant, se reflétant sur les feuilles blanches sur la table.
Les visages des membres du conseil sont passés du choc à la colère, puis à un silence lourd. Le premier à parler fut Monsieur de la Tour, le magnat de la joaillerie. Il a fermé son dossier, a retiré ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Sa voix était basse, mais ferme. Président, quand je travaillais encore sous la supervision de votre père, j'étais le conseiller juridique de cette société. J'ai vu Phoenix passer d'une petite usine à ce qu'elle est aujourd'hui. Si votre père, que Dieu ait son âme, apprenait ce que vous avez fait aujourd'hui, que pensez-vous qu'il dirait? Antoine est resté silencieux. Ses lèvres étaient pincées en une ligne blanche. Ses mains tremblaient sous la table. Passons au vote. Monsieur Dubois a soupiré. Son ton était celui de quelqu'un qui prend une décision difficile mais inévitable. Qui est pour la destitution de Monsieur Antoine Vargas du poste de président du Conseil? S'il vous plaît, levez la main. Monsieur Dubois a levé la main le premier. De la Tour a été le deuxième. Puis une troisième main, une quatrième, une cinquième. Les 10 membres du Conseil ont levé la main. 10 votes à l'unanimité. Antoine est resté comme une statue de pierre dont on aurait arraché l'âme. Monsieur Michel Dubois a pris le micro. Sa voix a résonné dans la salle silencieuse. Conformément au statut de la société et au règlement des réunions du conseil d'administration, par 10 voix pour, la résolution de destituer avec effet immédiat M. Antoine Vargas du poste de président du conseil d'administration du groupe Phoenix est approuvée. La candidature du nouveau président sera présentée à l'Assemblée générale des actionnaires de lundi prochain. Pendant la période de transition, j'assumerai les fonctions de président du conseil. Monsieur Vargas, il a regardé Antoine sans colère ni compassion, seulement avec le calme d'un homme qui a tout vu dans la vie. S'il vous plaît, rassemblez vos affaires du bureau et, dans un délai de 3 jours, transmettez vos fonctions. Votre contrat de gestion sera résilié avec effet immédiat. Je déclare la séance close. Les membres du conseil ont commencé à se disperser. Quelqu'un a jeté un regard à Antoine. D'autres sont partis sans un mot. Monsieur Dubois est sorti le dernier. En passant près d'Antoine, il s'est arrêté une seconde, comme s'il voulait dire quelque chose, mais a finalement juste tapoté son épaule et est parti. La porte de la salle s'est fermée. Dans l'immense salle, nous n'étions plus que 2. Il était debout, les mains appuyées sur le bord de la table. Ses jointures étaient blanches de tension. Sa cravate était de travers. Un bouton de sa veste a dû sauter quand il s'est levé si brusquement. Le col de sa chemise était déboutonné, révélant une pomme d'Adam qui bougeait nerveusement. Il a levé les yeux vers moi. Dans son regard, il n'y avait plus de contrôle arrogeant, ni de fausse tendresse. Il n'y avait qu'une fatigue pure et manifeste. « Sophie », sa voix semblait sortir du plus profond de sa gorge. « Tu as gagné. » J'étais à l'extrémité opposée de la table, rangeant mon dossier dans mon sac et fermant la fermeture éclair. Mes mouvements étaient calmes, comme si je rangeais de simples notes de travail. « Antoine, tu te trompes. » J'ai levé la tête et les regardé droit dans les yeux. Mon ton était léger et indifférent. « Ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est toi qui as perdu. Depuis le début. Tu ne perdais pas contre moi. Tu perdais contre toi-même, contre ta cupidité, contre ton arrogance, contre ta cruauté. Si tu ne m'avais pas offert cette imitation, je ne serais pas allé faire une expertise. Si tu n'y avais pas intégré un localisateur, je n'aurais pas eu à recourir à cette tromperie. Si tu n'avais pas été si cruel avec Valentine, elle ne m'aurait pas remis le contrat de fiducie de cet appartement. Si tu ne t'étais pas laissé emporter par ces 20 millions, le conseil d'administration n'aurait pas voté à l'unanimité ton licenciement. Tu n'as pas perdu contre moi. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Tu as perdu contre chacun de tes actes vils. À la porte, je me suis arrêté sans tourner la tête. Les documents de l'accord de divorce arriveront demain sur ton bureau. Signe-les. Ce sera le mieux pour tout le monde. La porte vitrée s'est refermée lentement derrière moi. Le couloir de l'immeuble de Phoenix était long, avec une moquette grise et des baies vitrées panoramiques. La lumière du soleil de l'après-midi se filtrait par le verre, créant des taches brillantes sur le sol. J'ai marché dessus et le son de mes talons a résonné dans le couloir vide, marquant un rythme régulier et sûr. L'ascenseur est arrivé. Je suis entrée, j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Au moment où les portes métalliques ont commencé à se fermer, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à l'avocat Victor. Nous pouvons commencer. 5 secondes plus tard, la réponse est arrivée. Entendu. Le projet d'accord de divorce est déjà prêt. Le plan de partage des biens n'a pas changé. De plus, le contrat de rachat d'actions que vous avez demandé est également prêt à être finalisé. Dès que vous prendrez possession des 30% d'actions, M. Michel Dubois les rachètera immédiatement.
J'ai répondu par un seul mot. Excellent. L'ascenseur descendait. Les numéros sur l'écran changeaient rapidement. 38, 37, 36. Je me suis souvenu de notre mariage il y a 3 ans. Ce jour-là aussi, il faisait soleil, si fort qu'il éblouissait. J'étais à l'église Saint-Germain-des-Prés, dans une robe faite sur mesure. Antoine me tenait la main et disait à tout le monde « J'aimerais et protégerai ma femme toute ma vie. » Les invités applaudissaient. Mon père était sur le côté avec un verre de vin, me regardant avec une expression complexe. Il était probablement le seul à ne pas croire en ce mariage. Avant la cérémonie, il m'avait pris la main et m'avait dit « Sophie, l'âme d'une autre personne est une forêt sombre. Tu te maries, mais garde les yeux bien ouverts. » Je l'ai écouté, et c'est pourquoi aujourd'hui, 3 ans plus tard, c'est Antoine qui a tout perdu, et pas moi. L'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, les portes se sont ouvertes. J'ai traversé le hall, je suis sortie par la porte tournante. Le soleil de Paris m'a frappé avec un courant chaud, comme une puissante renaissance. Chapitre 9. Signé le passé, l'accord de divorce a été remis à Antoine le mercredi. J'ai demandé à l'avocat Victor de le lui remettre personnellement. À ce moment-là, Antoine avait déjà quitté le bureau du président du groupe Phoenix et vivait temporairement dans l'appartement du Marais. C'était ironique que, bien que légalement l'appartement soit toujours formellement au nom de Valentine, puisque le processus d'annulation de la propriété était encore en cours, les clés étaient en possession d'Antoine. Cependant, Valentine m'avait envoyé par la poste son jeu de clés avec un mot qui ne disait qu'un seul mot. À vous. J'avais gardé les clés dans un tiroir, décidant de régler l'affaire de cet appartement après avoir finalisé toutes les formalités au tribunal. À son retour, Victor m'a dit qu'Antoine était incroyablement calme. Il était assis dans le salon du Marais. Devant lui, un verre de whisky intact. Les rideaux étaient tirés. La pièce était dans la pénombre. Il a parcouru l'accord, l'a regardé pendant 10 minutes, puis a signé. Il n'a pas dit un mot, a ajouté Victor, assis en face de moi sur le canapé, me remettant les documents signés. J'ai regardé le document. Sur la dernière page, dans l'espace pour la signature, les mots « Antoine Vargas » étaient écrits de travers, complètement différents de son autographe habituel, sûr de lui. L'encre avait imbibé le papier, laissant une tache floue au verso, comme s'il avait appuyé trop fort sur le stylo. Les 30% des actions du groupe Phoenix, l'appartement du Marais avec les clauses correspondantes sur l'annulation de la fiducie, les économies communes accumulées pendant le mariage, tout ce qui lui avait appartenu un jour était maintenant couché sur papier et allait légalement devenir ma propriété. « Madame Sophie, y a-t-il autre chose ?» Victor a sorti une petite enveloppe de sa mallette et l'a posée sur la table basse. « Antoine a demandé que je vous remette ceci. » J'ai pris l'enveloppe, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une photo, notre photo de mariage. Lui en smoking noir, moi en robe blanche. Nous sommes debout sous une arche de fleurs devant l'église. Ce jour-là, il faisait soleil et son sourire semblait si sincère. Le mien aussi. Au dos, écrite de sa main, seulement 2 mots. « Félicitations, tu as gagné. » J'ai regardé ces mots pendant un long moment, puis j'ai retourné la photo et l'ai posée sur le bord de la table. Victor, remarquant mon expression, a demandé à voix basse « Tout va bien, Madame Sophie ?» Mieux que jamais. Je me suis levée. Je me suis approchée du bar. Je me suis servi un verre de vin et je me suis approchée de la fenêtre. « Victor, s'il vous plaît, supervisez les procédures restantes pour le transfert d'actions chez le notaire. Monsieur Michel Dubois de Phoenix vous contactera pour les détails techniques du rachat de mon paquet d'actions. » Entendu. Victor s'est levé et a ajusté sa veste. « Mes félicitations, Madame Sophie. Ou plutôt, Présidente Rojas Capital. » Le titre de présidente m'a fait m'arrêter un instant. Pendant 3 ans, j'avais entendu différentes appellations me concernant, l'épouse de Monsieur Vargas, Madame Sophie, Sophie, mais personne ne m'avait appelée présidente. La dernière fois que ce terme avait été utilisé, c'était lorsque j'avais été promue associée junior, travaillant encore au cabinet d'avocat. À l'époque, je portais des tailleurs, des talons hauts, et je négociais avec les clients, avec la conviction que je pouvais déplacer des montagnes. Puis je me suis mariée avec Antoine, j'ai quitté mon travail et je suis devenue l'épouse du président. Et tout le monde a oublié que j'avais aussi été, un jour, une femme capable de se tenir fermement sur ses propres pieds. Merci, Victor. Je me suis tournée vers lui et j'ai levé mon verre. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Nous résoudrons les problèmes pas à pas. Après le départ de Victor,
Je suis restée seule dans l'appartement pendant un long moment. Mon appartement était aux étages supérieurs de l'un des gratte-ciel les plus chers de Paris. Des baies vitrées panoramiques, on voyait toute la ville. Le coucher de soleil peignait le ciel de tons orangés et rougeâtres, et les lumières de la capitale commençaient à s'allumer une par une, comme si quelqu'un avait répandu une poignée de poussière d'or sur la terre. Je suis restée près de la fenêtre avec un verre de vin. Le scintillement de la ville se reflétait dans la vitre, se superposant à mon propre reflet. Tout était terminé, mais tout ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Phoenix a eu lieu. Monsieur Michel Dubois, en tant que deuxième plus grand actionnaire, a présidé la réunion. Le point principal à l'ordre du jour était l'élection d'un nouveau président. Comme convenu avec Monsieur Dubois, en prenant possession des 30% des actions d'Antoine, je suis devenue formellement la plus grande actionnaire, mais à l'Assemblée, je n'ai pas présenté ma propre candidature au poste. J'ai cédé la place à Monsieur Dubois. Phoenix a besoin de stabilité, et je dis publiquement dans la salle. Monsieur Michel Dubois travaille dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Il connaît le métier, le personnel, la culture d'entreprise. Dans cette période de transition, il est le candidat le plus approprié. Moi, en tant qu'investisseur en capital, je suis prête à soutenir l'entreprise dans la prise de décision clé. Après l'annonce des résultats du vote, Monsieur Michel Dubois m'a serré la main pendant un long moment. Il a dit que dans sa vie, il avait vu beaucoup de femmes intelligentes, délicates, dures, mais qu'il n'en avait jamais rencontré une comme moi. Madame Sophie, savez-vous quelle est votre plus grande force? Ce n'est pas que vous soyez brillante, mais que vous savez parfaitement quand attaquer et quand reculer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent conquérir un empire, mais ceux qui, après l'avoir conquis, savent le partager sont rares. J'ai souri, mais je n'ai rien répondu. J'ai renoncé au fauteuil de présidente du groupe Phoenix, non par modestie, mais parce que j'avais d'autres plans. Phoenix est une bonne entreprise, mais c'est l'enfant de 2 générations de la famille Vargas. Si moi, en prenant les actions d'Antoine dans le cadre d'une vengeance financière, je m'étais assise au poste de présidente, on m'accuserait de gouverner en territoire étranger. Combien de conspirations et de coups bas cela aurait-il provoqué? Je le comprenais parfaitement. Au lieu de surveiller la maison d'un autre, je préférais construire la mienne. J'ai vendu à Monsieur Dubois la moitié de mes actions de Phoenix pour près de 500 millions d'euros en liquide. Avec cet argent, plus mes économies du divorce et les revenus de la vente de propriétés inutiles, j'ai fondé un nouveau fonds d'investissement. Je l'ai appelé Rojas Capital. Le jour de l'inscription au registre du commerce, j'étais au guichet et j'ai signé personnellement les documents de demande. Sophie Rojas, présidente du conseil d'administration, capital social de la société. La fonctionnaire a regardé le formulaire, puis moi, et dans ses yeux a brillé un étonnement sincère. Une femme de moins de 30 ans enregistrant seule un fonds avec un soutien financier aussi gigantesque. Dans cette ville, c'était une rareté. Document reçu. La confirmation formelle de l'inscription au registre du commerce et des sociétés vous parviendra dans quelques jours. Merci. Quand je suis sortie du bureau dans la rue inondée de soleil, Valentine a appelé. Sa voix était différente de celle que j'avais entendue lors de notre dernière rencontre. La raucité avait disparu. Il y avait une sorte de calme particulier. Madame Sophie. Non, maintenant je crois que je devrais vous appeler présidente. De l'autre côté du téléphone, Valentine a ri doucement. Félicitations. J'ai entendu dire que vous avez ouvert votre propre entreprise. Merci. J'appelle pour vous dire au revoir. Sa voix est devenue sérieuse. Je quitte Paris. Je retourne dans mon village. Ma mère m'a trouvé un prétendant, un instituteur local. Elle dit que c'est un homme bien. J'ai fait une pause un instant. Je vous souhaite bonne chance, Valentine. À vous aussi. Elle a fait une pause et a soudain ajouté à voix très basse. Sophie, un jour je vous ai détestée, mais ensuite j'ai réalisé que moi, tout comme vous, j'étais simplement une femme utilisée par Antoine. La différence, c'est que vous avez ouvert les yeux plus vite. Merci de l'avoir mis à genoux, même si je sais que vous ne l'avez pas fait pour moi, mais pour vous-même. L'appel s'est terminé. Je suis restée sur les marches du bureau, observant les gens passer à la hâte. Le soleil brillait fort, chauffant agréablement mon visage. J'ai rangé mon téléphone dans mon sac, j'ai descendu les marches et je me suis mêlée à la foule. 2 mois plus tard, Rojas Capital a réalisé son premier grand investissement dans une start-up qui produisait des cellules de batterie innovantes. La fondatrice de l'entreprise était une femme de moins de 30 ans, Hélène Thor, diplômée de la Sorbonne. Elle travaillait avec une équipe de 20 personnes dans un entrepôt loué à la station F. Quand je suis allée voir son laboratoire improvisé, Hélène portait une blouse blanche tachée de graisse de moteur. Elle avait les cheveux relevés négligemment en queue de cheval
et à travers ses lunettes, ses yeux brillaient comme deux étoiles. « Présidente, je serai franche », a crié Hélène en essayant de couvrir le bruit des machines. « Nous avons besoin d'une injection de capital et de personnel. Mais ma technologie est l'une des plus avancées au monde. Donnez-moi 2 ans et je réécrirai les règles du jeu dans cette industrie. » J'ai regardé cette jeune femme sale de graisse et j'ai ressenti une immense sympathie pour elle. « D'accord. Je vous donne 2 ans. » Ce soir-là, après avoir signé l'accord d'investissement, j'ai emmené l'équipe d'Hélène dans une pizzeria normale de la ville. Une vingtaine de jeunes ingénieurs s'entassaient autour de tables communes. L'air sentait la pâte à levure et le fromage cuit. Hélène a levé une chope de bière et apporté un toast. « Merci, Madame Sophie, pour votre confiance. » Puis elle l'a bu presque d'un trait. J'étais assise à côté d'elle, buvant lentement du vin, observant ce groupe bruyant et plein d'enthousiasme. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un calme total. Pas d'euphorie, du calme, aussi solide et fiable que la terre sous mes pieds, un sentiment qui ne vous trahit pas. De retour à la maison, la ville dormait déjà. Les lampadaires s'étendaient le long des rues, créant 2 lignes lumineuses qui se perdaient à l'infini. J'ai baissé la vitre et une brise nocturne et fraîche est entrée dans la voiture, apportant la chaleur du début de l'été. Le téléphone était connecté par Bluetooth au haut-parleur, d'où sortait une vieille chanson. Je ne me souvenais pas des paroles. La mélodie était calme et douce, comme si quelqu'un me chantait doucement à l'oreille. Quand je suis arrivée à l'appartement, je n'ai pas allumé la lumière. J'ai changé de chaussures dans le hall, éclairé seulement par la lueur de la lune, et je me suis approchée de la baie vitrée panoramique du salon. La ville en bas ressemblait à un tableau parfait, des milliers de lumières comme un ciel étoilé. Derrière chaque point de lumière se cachait une histoire différente, et mon histoire venait de passer la pire de ses pages. Le téléphone dans ma poche a vibré. Un message de M. Michel Dubois. « Madame Sophie, je vous ai obtenu un créneau pour une intervention au sommet européen de l'investissement de la semaine prochaine. Beaucoup de gens du secteur sont très intéressés par Rojas Capital. Il est temps de vous présenter officiellement au marché. » J'ai répondu par un seul mot. « Parfait. » Puis j'ai éteint l'écran et j'ai posé le téléphone sur la table. La lumière de la lune baignait le salon d'argent. Je me suis assise sur le canapé. Une vieille horloge de grand-père dans le coin marquait le temps d'un tic-tac régulier, comme le cœur implacable mais tranquille de cette ville. Il y a 3 ans, ce même jour, j'étais une mariée amoureuse de son mari. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis la maîtresse de ma propre vie. Ce chemin peut être décrit en une phrase, mais le parcourir a été comme escalader plusieurs hauts sommets de montagne à la suite. Le plus important, cependant, c'est que j'ai atteint le sommet. Chapitre 10. Un nouveau départ. 1 semaine plus tard a eu lieu le sommet européen de l'investissement. Le lieu choisi était un centre de congrès moderne à l'est de la ville. Le bâtiment, couvert de milliers de panneaux de verre, brillait sous le soleil comme un énorme diamant. Au-dessus de l'entrée était suspendue une gigantesque bannière avec le slogan de l'événement calligraphié en or. Parmi les participants, on pouvait voir des associés des principaux fonds d'investissement, des directeurs de banques et les fondateurs des plus grandes entreprises de France. Il y a 1 an, lors d'un tel événement, personne ne m'aurait remarqué. J'étais alors l'épouse du président Antoine, un accessoire voyant qui devait s'asseoir au premier rang et applaudir poliment. Aujourd'hui, tout était différent. Aujourd'hui, je montais sur cette scène en tant que fondatrice et présidente du conseil d'administration de Rojas Capital. Mon intervention, obtenue par M. Michel Dubois, était programmée à 14h00, au meilleur créneau. Je portais un tailleur pantalon blanc parfaitement coupé et, en dessous, une blouse en soie noire, les cheveux relevés en queue de cheval basse et le maquillage le plus subtil possible. Pendant que j'attendais en coulisses, une jeune employée du personnel m'a regardé plusieurs fois en cachette jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se retenir et demande à voix basse. « Excusez-moi, présidente Rojas ?»« Oui. En personne, vous êtes encore plus belle que sur les photos. » La jeune fille a rougi. Mes collègues et moi disions que Rojas Capital a la patronne la plus jeune de tout le sommet. C'est incroyable. J'ai souri et je l'ai remerciée. Et intérieurement, j'ai pensé « Oui, ce chemin n'a pas été semé de roses, mais il en valait absolument la peine. » À 14h00 précise, je suis montée sur scène. Quand la lumière des projecteurs m'a frappée, des centaines de paires d'yeux dans le public se sont braqués sur moi. J'ai parcouru la salle du regard. Au premier rang, il y avait M. Michel Dubois, qui a hoché la tête avec approbation. Au 3e rang, j'ai vu Hélène, qui me filmait avec son téléphone. Au fond de la salle, j'ai vu plusieurs visages inconnus qui chuchotaient entre eux.
Ils discutaient probablement d'où diable était sortie cette femme du nom de Rojas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Sophie Rojas. Je suis la fondatrice du fonds Rojas Capital. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes réflexions sur la recherche de la certitude dans le nouveau cycle économique. Ma présentation a été un succès. J'ai parlé pendant 30 minutes, passant avec fluidité de la logique de l'investissement dans les nouvelles énergies à la stratégie d'acquisition technologique, pour finir avec les particularités des femmes investisseurs. J'ai parlé de mémoire, sans notes, parce que chaque phrase de cette présentation, c'est moi qui l'avais écrite, en me basant sur mes propres connaissances. La réaction de la salle a dépassé mes attentes. Plusieurs fois, en citant des statistiques clés, j'ai entendu le cliquetis rythmé des claviers. Ils prenaient des notes de mes paroles. À la fin, lors de la session de questions-réponses, un investisseur mûr s'est levé et a demandé « Présidente, si je ne me trompe pas, jusqu'à récemment, vous étiez l'épouse du président du groupe Phoenix. Par la suite, en raison des aléas de la vie, vous avez pris la décision de vous émanciper et de fonder votre propre fonds. Pourriez-vous nous dire comment cette expérience de vie a influencé votre philosophie d'investissement ?» Un silence total s'est fait dans la salle. Cette question, de toute évidence, n'était pas dans le script. Le responsable de la logistique, debout sur le côté, s'est tendu et semblait sur le point d'interrompre. Je lui ai fait un signe de la main que tout était sous contrôle. Excellente question. J'ai porté le micro à mes lèvres et j'ai souri largement. C'est vrai. Pendant plusieurs années, j'ai été l'épouse d'un président. Cette étiquette m'a accompagnée pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai appris à lire les gens. J'ai appris à comprendre que quand une personne vous sourit, dans l'autre main cachée derrière son dos, il peut y avoir un bonbon ou un couteau. Quant à l'influence de cela sur ma philosophie d'entreprise, elle est assez simple. Aujourd'hui, en analysant une start-up potentielle, la première chose que je regarde n'est pas le bilan comptable, mais le fondateur lui-même, son caractère, sa colonne vertébrale morale. Car c'est l'honnêteté d'une personne qui détermine si une entreprise survivra à la première tempête sérieuse. S'il manque de décence, je n'investirai pas un euro dans le meilleur des projets. Comment je le sais ? Parce que je sais que si un homme est capable de trahir et de tromper l'épouse qui a été à ses côtés dans les moments les plus difficiles, il trahira tôt ou tard de la même manière ses partenaires et ses investisseurs. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un silence absolu, puis les applaudissements ont éclaté. Non pas polis, mais puissants, croissants. Quelque part au premier rang, j'ai entendu un « bravo, Claire ». J'ai vu comment, dans les rangs du fond, d'autres femmes de succès hochaient la tête avec un sourire, échangeant des regards de compréhension. Debout là, sur scène, recevant ces applaudissements, j'ai ressenti quelque chose de merveilleux. Pas de fierté, pas de vanité. J'ai ressenti un énorme soulagement que, enfin, après toutes ces années, je pouvais dire librement ce que je pensais avec ma propre voix, puissante. À la fin du sommet, je suis descendue au parking souterrain. Alors que j'allais monter dans ma voiture, une berline noire m'a coupé la route. La vitre du conducteur a descendu lentement, et à l'intérieur, j'ai vu un visage trop familier. Antoine avait beaucoup maigri. Les pommettes étaient saillantes. Ses traits semblaient plus durs, brutalement vieillis. Le col de sa chemise n'était pas aussi impeccable qu'avant. Sur son menton, on voyait une barbe de plusieurs jours. Son aspect général était celui d'un homme sur lequel un rouleau compresseur était d'abord passé, puis que quelqu'un avait remonté. Sophie. Monsieur Vargas. Je n'ai pas utilisé son prénom, recourant délibérément à une distance froide. Il s'est passé quelque chose ? Pouvons-nous parler ? 5 minutes. J'ai regardé ma montre. Je n'en ai que dit. Parler. Antoine est resté silencieux. Il était assis dans la voiture. Moi, debout dehors. Moins d'1 mètre de béton nous séparait, mais cela aurait pu être un gigantesque champ de mine. Aujourd'hui, je suis resté longtemps devant l'entrée du centre de congrès, a-t-il finalement commencé. Sa voix était rêche, comme si on lui avait frotté la gorge avec du papier de verre. Je n'ai pas osé entrer, mais j'ai vu ta retransmission du début à la fin sur mon téléphone. Tu as été brillante. Mieux que... Il s'est interrompu comme s'il ne pouvait pas formuler les mots. Mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Merci. Ai-je répondu d'une voix dépourvue d'émotion. Sophie, je suis venue aujourd'hui. Il s'est de nouveau interrompu, déglutissant. Je suis venue te demander pardon. Je l'ai regardé, impassible, sans l'interrompre. Tous ces mois, j'ai analysé sans cesse ce que j'ai fait. Pourquoi ai-je ordonné d'installer un localisateur dans ce collier ?
Pourquoi ai-je mis l'appartement au nom de Valentine chez le notaire dans ton dos? Pourquoi ai-je essayé de sortir l'argent? J'ai trouvé des dizaines d'excuses bidons. Un entrepreneur doit contrôler le risque. Je ne voulais pas perdre l'entreprise dans un divorce. Tout ça, ce sont des mensonges. Il a serré les doigts sur le volant avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches. La vraie raison était ailleurs. Je ne t'ai tout simplement jamais traité comme une adversaire digne de ce nom. Je te considérais comme une femme qui avait eu de la chance avec son mari. Je te croyais soumise, naïve, facile à manipuler. Je t'ai mis un tracker dans le collier parce que, inconsciemment, je croyais que ta loyauté ne valait rien. Parce que tu étais plus faible que moi. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang, mais sans larmes. Mais ce n'est pas pour cette erreur qu'aujourd'hui j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que je n'ai pas compris une chose. Je me suis mariée avec une femme qui, depuis le début, s'est avérée être beaucoup plus forte et plus intelligente que moi. Dans le parking régnait le silence. Seul au loin, on entendait le bourdonnement des voitures sur le périphérique. Les rayons du soleil entraient par les rampes d'accès, peignant une tache brillante sur l'asphalte qui séparait nos voitures. J'ai regardé longuement le visage de mon ex-mari. « Antoine, j'accepte tes excuses. » Ma voix n'a pas tremblé. Elle sonnait douce mais ferme. Mais tu devrais comprendre que les excuses ne remontent pas le temps. Tout ce que tu as fait était ta décision, pleinement consciente. Chacune de mes contre-attaques n'a été exclusivement que ce à quoi tu m'as toi-même forcé. Dans le monde des adultes, l'argument si j'avais su alors n'existe pas. Il n'existe que les conséquences des actes commis. Je sais. Antoine a lentement baissé le regard. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je sentais simplement que je devais le dire à voix haute. Eh bien, tu l'as fait. J'ai hoché la tête et j'ai appuyé sur la télécommande de l'alarme. Ma voiture a clignoté. Antoine, à partir d'aujourd'hui, absolument rien ne nous lie. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Chacun sur son propre chemin. J'ai ouvert la portière de ma voiture, je suis montée et j'ai démarré le moteur. Alors que la voiture sortait de sa place avec un rugissement, j'ai regardé dans le rétroviseur. Antoine était toujours là. Assis dans sa voiture bon marché, enveloppé dans l'ombre de cet après-midi, il a observé ma voiture jusqu'à ce qu'elle sorte à l'extérieur, dans la rue, disparaissant de sa vue. Je n'ai plus jamais regardé en arrière. 6 mois plus tard, c'était un vendredi soir tranquille alors que je fermais le dernier tableur d'investissement de la journée. Je sortais du bureau de Rojas Capital. 6 mois s'étaient écoulés depuis son lancement et l'équipe était passée de 3 à près de 30 analystes. Mon petit bureau s'était transformé en un espace luxueux dans un prestigieux immeuble de bureaux au cœur de Paris. L'équipe d'Hélène avec les batteries innovantes venait de recevoir un deuxième tour de financement et la valeur de la start-up avait explosé. La réputation de Rojas Capital inspirait un respect authentique dans le pays. Chaque matin, devant ma porte, se formait une file d'entrepreneurs des plus brillants avec leurs idées. Mais ce vendredi soir-là, je ne voulais pas rester avec des documents. J'avais reçu une invitation au gala de charité annuel lié à une grande vente aux enchères d'art et de bijoux. L'ironie du destin a voulu que l'événement soit organisé dans la salle de bal de l'hôtel Le Bristol, l'endroit qui avait un jour brisé ma vie et apporté la plus grande saleté à mon histoire personnelle. Aujourd'hui, cependant, cela ne m'importait plus. J'avais changé le récit. Le Bristol n'était plus le symbole de la trahison d'Antoine. C'était exactement le point zéro à partir duquel je l'avais finalement plongé dans l'oubli politico-entrepreneurial. Le gala était splendide. La fine fleur de l'élite de la ville était présente, les plus grands acteurs du monde de la finance et de la politique. Quand je suis entrée dans la salle dans une éblouissante robe de velours vert-bouteille, les invités se sont approchés les uns après les autres. Certains m'appelaient officiellement « présidente », d'autres « Madame Sophie », et d'autres encore chuchotaient discrètement si je ne prévoyais pas d'autres acquisitions révolutionnaires dans le secteur des énergies renouvelables. Avec un sourire et une coupe de champagne, je me déplaçais dans la société, ressentant une véritable paix intérieure. Tout a changé au moment où la vente aux enchères caritatives a commencé. Le commissaire-priseur est monté sur le podium, et un assistant a apporté sur un coussin spécial l'un des lots les plus intéressants. Je suis restée figée. Et maintenant, mesdames et messieurs, un objet exceptionnel, offert par un bienfaiteur anonyme, a dit le commissaire-priseur en levant l'ornement brillant. Un collier de malachite factice. Comme l'a démontré une expertise rigoureuse, il ne possède aucune valeur joaillère. La base elle-même, traitée chimiquement, est presque une imitation d'une pierre précieuse. Sa valeur nominale avoisine les 300 €. Cependant, le symbolisme qui se cache derrière est unique. Prix de départ, 1 €.
Lorsque le faisceau de lumière a éclairé l'objet, j'ai parfaitement reconnu ce collier d'un vert foncé. C'était mon collier, la contrefaçon avec le mouchard que j'avais donné à Valentine pour la suivre et qu'un Antoine démasqué avait finalement récupéré dans le couloir de l'hôtel. Comment était-il arrivé à la vente aux enchères d'aujourd'hui? Avant que je puisse réfléchir, un serveur discret m'a glissé une note dans la main. Le contenu du billet était écrit d'une écriture très inégale, désespérée et familière. Ce collier est la leçon la plus importante de ma vie. Aveuglé par l'orgueil, je l'ai utilisé une fois pour fermer le chemin à quelqu'un que j'aimais. Je voulais suivre chacune de ces minutes. En conséquence, ce morceau de plastique est devenu un revolver pointé directement sur moi. Je le mets aux enchères pour avertir les autres. Si vous n'avez pas un respect élémentaire pour la personne la plus proche, votre propre arrogance vous détruira en un clin d'œil. Donateur. A. Vargas. Quand le commissaire-priseur a lu depuis la scène la note précédente comme une anecdote jointe à la pièce, un silence de mort s'est fait dans la salle. Les gens ont commencé à se regarder avec perplexité et soudain, quelqu'un du fond a levé un numéro. 100 €, 500, 1000. Les enchères ont commencé à monter. Les palettes avec les numéros se levaient comme sur commande. Ils le prenaient comme une curiosité. J'ai observé le collier briller sous les projecteurs, et dans ma tête est née une réflexion incroyable. Quel destin tordu! Ce qui était hier un symbole de chaîne brutale d'esclavage était aujourd'hui devenu le pathétique miroir des remords d'Antoine. J'ai décidé de clore cette étape définitivement. J'ai levé la main et j'ai crié avec force. 5 millions d'euros! Toute la salle a retenu son souffle. Qui pèse 5 millions pour une imitation qui vaut des centimes? N'importe quel conseiller financier raisonnable aurait dit à ce moment-là que j'avais perdu la tête. Mais dans cette salle, personne n'a ri. Le commissaire-priseur a frappé le marteau 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé pour 5 millions d'euros. Félicitations à la présidente de Rojas Capital. Sous la lumière des flashs et le murmure d'admiration du public, je suis monté sur le podium. J'ai reçu le bijou directement des mains de l'assistant. J'ai passé le doigt sur la monture de la fausse pierre principale. À la lumière, j'ai senti sans difficulté la fente où se trouvait autrefois le mouchard traître. La pièce de métal manquante a ramené le souvenir de cette même terreur glaciale que je ressentais il y a longtemps dans le laboratoire de M. Pierre sur la place Vendôme. Mais aujourd'hui, cet espace vide dans la monture ne me donnait qu'une sensation de paix. J'ai pris le micro du présentateur et, adressant un sourire radieux et charmant directement à la foule silencieuse, j'ai dit avec un calme extraordinaire. Mesdames et messieurs, ce collier, comme l'a révélé la note, était autrefois un cadeau d'anniversaire de mariage de mon ex-mari. Il y a installé un microtransmetteur GPS caché pour pouvoir suivre chacun de mes pas sur son téléphone. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, ce collier est en sécurité dans mes mains, tandis que son ancien propriétaire, vous ne le trouverez plus au conseil d'administration du groupe Phoenix. Un doux murmure d'étonnement a parcouru la salle, suivi d'un rire silencieux et, finalement, d'un tonnerre d'applaudissements lorsque l'audace de cette déclaration a atteint les invités les plus conservateurs. J'ai rangé soigneusement le collier dans ma pochette et j'ai levé les yeux, regardant les plusieurs centaines d'invités parmi lesquels je me trouvais. Ma voix était forte et parfaitement claire, résonnant dans le silence absolu. Je l'ai acheté aujourd'hui, absolument pas par sentimentalisme pour le passé. J'ai dépensé cet argent pour, en le regardant, me souvenir pour le reste de ma vie du principe le plus important de toute personne, ne jamais permettre à des étrangers de vous mettre un collier invisible au cou. Je veux aussi me souvenir, et rappeler à chaque femme du monde, que son plus grand soutien dans la vie n'est pas un mari riche. Sa force et sa dignité résidant dans le fait que, peu importe avec qui elle se lie, elle doit toujours savoir se lever fièrement de sa chaise, se retourner et suivre son propre chemin. Les applaudissements ont retenti, et moi, avec un sourire, je suis descendu de la scène. Les ovations ont résonné dans mon dos pendant longtemps, tandis que je traversais avec aisance le large hall, puis poussais les lourdes portes vitrées de la sortie. J'ai respiré l'air frais de la nuit. Le vent chaud de mai m'a frappé au visage. Il sentait l'herbe fraîchement coupée et les jacarandas de la ville. La nuit absorbait toute la poussière et le froid de cette ville. J'ai ressorti cette vieille babiole, et, pour la dernière fois, je m'en suis assuré, la regardant à la lumière de la lune. Le composite bon marché et faux brillait artificiellement sous la lumière blanche. Le trou dans la monture en métal ressemblait à une cicatrice guérie depuis longtemps sur la gorge. D'un mouvement rapide, j'ai rangé le collier, j'ai fermé le fermoir, et, d'un pas lent, mesuré et plein de pouvoir, je me suis dirigé sur la large allée qui menait au parking.
Les talons frappaient avec force les dalles de pierre du trottoir. Chaque son résonnait dans l'obscurité et n'apportait avec lui qu'un présage de force et de la victoire finale et la plus belle. Au-dessus de ma tête brillait une lune imposante. Avec un sourire aux lèvres, j'ai marché vers l'avant et seulement vers l'avant, vers mon nouveau lendemain, devant lequel je ne ressentais absolument plus aucune peur.